L'histoire continue et nous transporte ailleurs où, le regard fixé sur l'atmosphère pesante qui régnait devant l'entrée béante d'un abîme, 3 personnes se tenaient là, observant l'ouverture menaçante. La femme, d'une beauté froide, prit la parole et annonça qu'après l'incident de la Lune Rouge 100, une escouade menée par un changeur de classe S avait été envoyée pour éliminer les créatures tapies dans l'abîme. Dans les profondeurs, 8 cadavres furent retrouvés et identifiés comme appartenant au groupe du Serment de Sang. Parmi eux, le corps de César, leur chef, avait été neutralisé après s'être transformé en monstre sous l'influence de l'abîme. Cependant, un autre corps fut découvert, et l'un des hommes aux cheveux rouges voulut immédiatement savoir de qui il s'agissait. La femme révéla que cette victime n'était autre que Lao Shen Xingdian, un homme souvent accusé de trahison lors de l'invasion de l'abîme. Elle dévoila son visage, confirmant l'identité du défunt, et précisa que du matériel de grande qualité avait été trouvé sur lui. Il était probable qu'il ait affronté l'ancien chef muté avant de périr. L'information ne fit qu'épaissir le mystère. Un homme aux cheveux gris déclara que leur plan avait échoué, mais le rouquin rétorqua aussitôt que César n'avait été qu'un simple appât sans valeur et qu'il restait encore d'autres personnes bien plus utiles à exploiter. À midi, à l'hôpital Shenfeng, des allées et venues incessantes animaient les couloirs. Dans l'une des chambres, un homme en larmes implorait de l'aide. Sa voix tremblante appelait à lui pardonner, suppliant qu'on lui laisse une seconde chance. Dans sa main, une clé émit soudainement une lueur violette, libérant une énergie obscure. En un instant, l'aura maléfique se propagea hors de l'hôpital et envahit les rues, semant la panique parmi les passants. Nul ne comprenait ce qui était en train de se produire, jusqu'à ce qu'une silhouette inquiétante surgisse au milieu de la foule. Quelqu'un comprit enfin l'ampleur du danger. Une porte abyssale venait de s'ouvrir. L'alerte fut immédiatement donnée, mais il était déjà trop tard. Des flammes jaillirent, et une créature terrifiante fit son apparition. Dans la confusion, une voix masculine appela sa sœur, lui ordonnant de ne pas se retourner et de courir. Ye King serrait la main de sa jeune sœur, tentant de l'éloigner du monstre qui les poursuivait sans relâche. Mais alors qu'eux couraient à toute vitesse, un faux pas les fit trébucher. Leurs mains se séparèrent brutalement, et son corps fut projeté au loin sous la force invisible qui s'abattit sur eux. Ye King se réveilla en sursaut, son souffle court et son corps trempé de sueur froide. Ce cauchemar le hantait encore. Allongé sur son lit, il prit son téléphone et réalisa qu'il avait failli manquer un détail important. Peu de temps après, Ye King se trouvait devant une boutique de fleurs. En entrant, il salua Zhang, la vendeuse, et lui demanda son bouquet habituel. Zhang sourit et devina qu'il se rendait à l'hôpital pour voir sa sœur. Il acquiesça d'un air grave et admit qu'un incident inquiétant venait de se produire. Zhang commenta à quel point la petite avait de la chance d'avoir un frère aussi attentionné. Elle remarqua également que Ye King avait changé de coiffure, ce qui lui donnait un style plus audacieux. Alors qu'il sortait de la boutique, son regard fut attiré par des véhicules fonçant en direction de l'hôpital. Une alerte semblait avoir été déclenchée. Il fronça les sourcils et se précipita vers le lieu du tumulte. Devant l'hôpital, une barrière de sécurité avait été mise en place, empêchant les civils d'entrer. Un officier lui fit signe d'arrêter, mais un autre le reconnut et expliqua à ses collègues qu'il valait mieux le laisser passer. Sans un mot, Ye King avança, son regard fixé sur la porte abyssale qui trônait là où l'hôpital s'était tenu. Il pensa aussitôt à sa sœur, lui promettant intérieurement de ne pas la laisser tomber. L'endroit semblait avoir basculé dans une autre dimension, bien plus vaste que ce qu'un simple hôpital aurait pu contenir. En scrutant son environnement, il remarqua des traces de nettoyage méticuleux, preuve que d'autres chasseurs étaient passés avant lui. Sa main se referma sur une fiole, vestige d'un groupe qui n'était visiblement pas ordinaire. Ce liquide était capable de restaurer la magie et de dissiper la fatigue, un atout inestimable pour ce qui l'attendait. Si Ye King devait affronter seul l'abîme pour retrouver la petite, il devrait se préparer avec soin. Il activa alors sa vision de reconnaissance et repéra un embranchement. L'un des passages portait une marque récente, sans doute laissée par l'équipe de sauvetage venue avant lui. Décidant d'augmenter ses chances de retrouver sa sœur, il prit une autre direction. Sa torche à la main, il avança sans savoir combien de temps cette mission lui prendrait. Le temps pressait. Un être humain ordinaire ne survivrait pas longtemps dans un tel endroit. Il devait se hâter avant qu'il ne soit trop tard. Ye King courait à toute vitesse. Il remarqua soudain que le tapis rouge flambant neuf sous ses pieds indiquait que personne n'avait encore foulé cet endroit. Il comprit également que le chemin du retour avait été englouti par les ténèbres, formant une barrière infranchissable. Dans sa main, il tenait l'œil d'Argos, un artefact qu'il savait capable de marquer des zones sur une carte lorsqu'on se trouvait dans un labyrinthe. Le système lui signala immédiatement qu'il était en train d'utiliser l'œil d'Argos. Il tenta d'ouvrir la carte, mais un message s'afficha. Impossible d'afficher la carte dans cette zone.
Une telle restriction n'avait rien d'étonnant. Après tout, dans ce labyrinthe abyssal, d'autres avaient dû marquer leur passage avec des couteaux sur les murs, faute de meilleures solutions. Ici, le système ne pouvait être d'aucune aide. Ce lieu méritait bien son nom, l'abysse des règles. Soudain, un liquide sombre et visqueux s'infiltra lentement dans la pièce, se rapprochant de Yeking. Il resta sur ses gardes, tentant de déterminer s'il s'agissait d'un piège. Pourtant, il n'entendit aucun mécanisme se déclencher. L'atmosphère devenait oppressante. Il raffermit sa prise sur son arme, prêt à réagir au moindre mouvement suspect. Un instant plus tard, une silhouette terrifiante s'éleva dans les airs. Sa moitié inférieure était déchiquetée, flottant dans un équilibre sinistre. Malgré la tension qui montait, Yeking garda son regard fixé devant lui, remarquant que cette pièce était anormalement silencieuse. Mais dans son dos, le démon spectral s'apprêtait déjà à attaquer. L'attaque fut fulgurante. Bien qu'il fût pris par surprise, Yeking réussit à esquiver de justesse. Son corps vacilla, menaçant de s'effondrer, mais il parvint à se stabiliser. L'entité malveillante ne lâchait pas prise et continuait de fondre sur lui avec une intention meurtrière. Il répliqua immédiatement, mais le système lui indiqua que son attaque était inefficace. Ce monstre possédait une constitution étrange, son corps étant partiellement disloqué. Puis, le démon relâcha une onde d'aura rouge. L'impact fut brutal. Les oreilles de Yeking se mirent à bourdonner avant qu'un silence total ne l'engloutisse. Il était sourd. Cette soudaine perte de perception l'affaiblissait considérablement. Il n'avait pas anticipé le véritable danger de l'abysse. Plongé dans cette lutte désespérée, un souvenir lui revint brutalement. 3 ans auparavant, il avait rencontré des démons de statue. À l'époque, il se trouvait dans un lieu délabré, assis sur un sol fissuré, lorsqu'une silhouette encapuchonnée avait émergé d'un trou béant. La terreur l'avait saisi en découvrant le visage du monstre. Mais après une observation plus minutieuse, il avait réalisé qu'il ne s'agissait que d'une statue ailée. N'y prêtant plus attention, il se remit à ramasser les cristaux éparpillés autour de lui. Mais lorsqu'il se retourna, une frayeur le parcourut. Le chaos s'intensifia. La créature semblait sur le point d'attaquer. Yeking remarqua qu'il se tenait sur un amas de pierres, mais ces rochers se mirent soudain à bouger comme s'ils étaient vivants. Les statues descendirent lentement et commencèrent à s'approcher de lui. Un homme apparut alors, criant une mise en garde. « Ne te retourne pas. Regarde-les fixement, et surtout, ne cligne pas des yeux. » Yeking jeta un coup d'œil derrière lui et réalisa avec horreur qu'il faisait face à une statue de pierre pleurante. Rien qu'à l'évocation de leur nom, un frisson glacial parcourut son échine. Voyant l'hésitation de Yeking, l'homme s'énerva. « Regarde le monstre, pas moi. » Il expliqua rapidement que les créatures de l'abysse suivaient des règles précises. Plus leur niveau était élevé, plus leur intelligence était développée. Les statues de pierre pleurante étaient des entités démoniaques de haut rang, généralement inoffensives envers les changeurs de métier. Mais elles obéissaient à une règle implacable. Tant qu'on les fixait, elles restaient figées. Dès qu'on détournait le regard, elles fonçaient à une vitesse foudroyante pour tuer leur cible. L'urgence de la situation empêchait toute réflexion. L'homme ordonna à Yeking de reculer lentement, sans jamais briser le contact visuel. Il insista. Surtout, ne cligne pas des yeux. Ils commencèrent à reculer prudemment, mais Yeking trébucha. Son pied se déroba sous lui, et il chuta lourdement. Dans sa chute, il laissa échapper un carton qu'il transportait, répandant son contenu sur le sol. L'homme blêmit. Il comprit immédiatement le danger. Le démon spectral réagit instantanément, ouvrant grand sa bouche tandis que ses yeux s'embrasaient d'une lumière écarlate. La tension atteignit son paroxysme. La créature avançait inexorablement. Mais Yeking n'était pas seul. Son compagnon réagit avec une rapidité fulgurante, activant le levier de la porte. Un instant plus tard, le passage derrière eux se scella, empêchant la créature de les poursuivre. Yeking, encore sous le choc, resta figé un moment, les yeux écarquillés. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait survécu. Puis, il s'écroula sur le dos, poussant un cri de soulagement. Son compagnon soupira avant de déclarer « Tu as eu une chance insolente cette fois ». Il expliqua que si Yeking avait attaqué la statue de pierre pleurante comme l'auraient fait les autres changeurs de métier, le monstre aurait immédiatement compris qu'il pouvait riposter. Et alors, Yeking aurait été tué sur le champ. L'homme précisa ensuite qu'il n'était qu'un simple vagabond, doté de peu de talent en combat. Mais en matière d'expérience, il n'avait rien à envier aux changeurs de métier. Désormais, Yeking savait ce qu'il devait faire. Face à un ennemi aussi redoutable, il n'allait plus rester immobile. Il serra les poings, laissant jaillir une lueur dorée éclatante. Si ce démon spectral était immunisé contre les attaques physiques, alors peut-être,
que les attaques magiques étaient sa faiblesse. La bataille n'était toujours pas terminée. Une puissante capacité, appelée Grande Explosion de Flammes, fut activée. Le démon spirituel relâcha des flammes ardentes de sa bouche, et Ye-King, qui se trouvait juste en face, ressentit immédiatement la chaleur brûlante. Il réalisa avec frustration que sa maîtrise du feu ne fonctionnait pas normalement, sans en comprendre la raison. Alors qu'il réfléchissait, le démon spirituel surgit derrière lui, prêt à le transpercer. Pris de court, Ye-King comprit que le feu était sa seule magie offensive dans cet abîme menaçant. Il tourna rapidement la tête pour esquiver l'attaque. Pourtant, un autre problème le préoccupait, il était inconcevable pour lui de rester bloqué dans cette première salle sans progresser. Le démon spirituel possédait une grande force physique, mais ses attaques semblaient principalement axées sur des assauts directs. Cette combinaison de capacités lui semblait étrange. Les yeux du monstre encapuchonné brillaient d'un éclat intense alors qu'il fixait Ye-King. Le combat continua avec férocité, les attaques pleuvaient, tranchantes et implacables. Par chance, Ye-King parvint à toutes les éviter, mais il savait qu'un seul coup bien placé pourrait lui être fatal. Face à cet adversaire redoutable, il comprit qu'il ne pouvait plus simplement esquiver. Dégainant son arme tranchante, il contre-attaqua avec détermination. Plus le combat avançait, plus il saisissait les règles et mécanismes de ce lieu. Il observa que lorsqu'une attaque était portée, une silhouette spectrale apparaissait brièvement. De plus, il remarqua que la faux du démon n'avait pas encore été dégainée. Ce détail le mit en alerte. Le démon spirituel, toujours enflammé, continuait de lutter. Pourtant, Ye-King était désormais convaincu qu'il pouvait le vaincre. Si son adversaire possédait une immunité physique, alors ses attaques physiques devaient justement être sa faiblesse. Il se lança dans une offensive sans relâche, frappant le monstre avec toute sa puissance. Sous l'intensité de ses assauts, le corps du démon vira lentement au rouge, signe qu'il était enfin en train de disparaître. Mais contre toute attente, le démon réapparut sous une seconde forme. Ye-King observa ce phénomène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Le monstre leva les bras et relâcha une nouvelle vague d'énergie. Il se souvint alors du cri déchirant qu'il avait entendu plus tôt, qui avait temporairement affecté son ouïe et sa vision. Dans son esprit, un dilemme se posait. Devait-il activer son clone de sang pour se protéger? Ce pouvoir était un atout majeur pour sa survie, mais nécessitait un temps de recharge d'au moins 30 secondes. Or, il venait tout juste de l'utiliser. Pendant qu'il hésitait, une nouvelle attaque le prit de front. Il n'avait plus de temps à perdre en réflexion. Il réalisa alors que ce démon spirituel de seconde forme craignait la lumière. Même une simple lueur de magie curative suffisait à le repousser. Fort de cette découverte, il affermit sa prise et fit apparaître une flamme vacillante dans sa main. Le démon, en réponse, esquissa un sourire effrayant, comme s'il n'avait rien à craindre. Ye-King raffermit sa prise sur sa boule de feu incandescente. Soudain, des flammes embrasèrent son corps de la tête aux pieds. C'était le moment idéal pour attaquer. Il s'élança, projetant un torrent de feu en direction du démon. Ce dernier, jusqu'ici féroce, prit la fuite avec une vitesse inattendue. Ye-King le poursuivit sans relâche, réalisant que le feu était son point faible. Il comprit que ces créatures, bien que puissantes, étaient nées du feu et que seules les âmes innocentes pouvaient être consumées par les flammes. Cependant, son pouvoir de feu était entravé par une malédiction, l'empêchant de l'utiliser pleinement. Sans hésitation, il enclencha sa vitesse ruée ardente. Se préparant à un dernier assaut, il lança une boule de feu d'une intensité inédite. La bataille s'intensifia tandis que le démon fuyait. Finalement, Ye-King activa une nouvelle fois la grande explosion de flammes. L'explosion fut dévastatrice. Le démon hurla tandis que son corps fut entièrement englouti par les flammes. L'impact de l'explosion projeta Ye-King violemment au sol. Il sentit une brûlure intense parcourir son bras, l'empêchant de manier son arme ou d'incanter des sorts. Malgré la douleur, il se redressa lentement, observant le corps du démon qui brûlait toujours. Il soupira, conscient que le prix de sa victoire avait été élevé. Il savait qu'il devait attendre la fin du temps de recharge de son pouvoir de régénération avant de pouvoir soigner ses blessures. Pourtant, il espérait que le démon ne se réduise pas entièrement en cendres. Il avait encore besoin de recycler son essence. Levant une main tremblante, il incanta le recyclage. À la fin du recyclage, il obtint un artefact de moissonneur d'âme. Avec cette carte, il peut invoquer le démon moissonneur d'âme capable de causer 5 fois les dégâts de base. Si l'attaque provoquait la mort d'une cible, Moisson du désespoir s'activerait, restaurant instantanément la santé et le mana de Ye-King. Ye-King tenait la carte dans sa main, mais elle semblait très différente. C'était la première fois qu'il voyait une carte d'artefact liée à l'âme. Non seulement cela,
Mais l'épée permanente semblait capable de transformer une cible tuée en point de vie et en mana. Si elle était invoquée dans une grande armée, elle pourrait anéantir un groupe entier d'un seul coup. Cependant, il y avait un inconvénient majeur. Si l'attaque ne tue pas la cible, Ye-King recevra une contre-attaque résultant des dégâts, ce qui pourrait même entraîner sa mort. Ce que Ye-King pouvait faire, c'était bien chronométrer son attaque. Quelques instants plus tard, la barrière commença à s'ouvrir à nouveau. Finalement, le temps de régénération était écoulé. Le corps de Ye-King était enveloppé d'une aura de guérison, compensant les blessures subies plus tôt. Son énergie commença à se rétablir. Il murmura alors le nom de sa sœur, Xiaozu, se promettant qu'il arrivait la sauver. Pendant ce temps, d'un autre côté, l'atmosphère d'un endroit sinistre était particulièrement oppressante. Beaucoup de corps pendaient sans vie, et le sol, comme les murs, était couvert de sang. Mais ce qui attira le plus l'attention, c'était une poupée propre, traînant sur le sol. Au milieu d'un tas de marchandises, une jeune femme se tenait là, la silhouette de la petite Xiao ou clairement reconnaissable. Elle tenait une bouteille en verre et, après l'avoir lancée, un bruit sourd se fit entendre. Un ORCI-2 se mit alors dans une colère furieuse à cause du bruit, mais la petite Xiao ou ne se laissa pas décourager. Elle était déterminée à récupérer sa poupée. Soudain, alors qu'elle s'apprêtait à se lever, son corps tomba au sol, paralysé. Elle se tint la tête, victime d'une douleur intense. En relevant la tête, devant elle, la poupée était toujours là, mais l'ORC la piétina avant qu'elle n'ait eu le temps de la saisir. Le visage de l'ORC était terrifiant, sa colère évidente en voyant une femme vivante ici. L'endroit, déjà macabre avec ses cadavres mutilés, n'offrait aucune pitié. La petite Xiaozu, toujours à terre, regarda l'ORC devant elle, effrayée. Elle espérait que son frère vienne à son secours. L'ORC, immense et furieux, hurlait de rage, son visage marqué par une colère visible. C'est dans cette situation précaire qu'un homme fit son apparition. En un instant, il coupa l'ORC en deux, mettant fin à la menace. La petite Xiaozu, témoin de la scène, ne pensait pas qu'un héros compatissant pourrait l'aider. L'homme s'appelait Wu Ming, un maître de l'épée à deux lames, et l'épée qu'il portait était gigantesque. La petite Xiaozu, encore au sol, reconnut que Wu Ming était un chasseur. Après avoir tué l'ORC féroce, il se tourna pour quitter la pièce. La petite Xiaozu appela immédiatement Wu Ming, se hissant vers lui en le saisissant par les jambes. Elle n'avait nulle part où aller, terrifiée à l'idée de rester dans ce lieu. Réalisant qu'elle l'agrippait, Wu Ming lui expliqua qu'il n'y avait plus de monstre à affronter et lui conseilla de se cacher dans un endroit sûr. Si elle décidait de le suivre, sa vie serait en grand danger et pourrait même la conduire à la mort. La petite Xiaozu se souvint de son frère et se rappela la promesse qu'elle lui avait faite il y a 7 ans, de ne jamais le laisser être perturbé par quoi que ce soit. À l'époque, Ye-King avait consulté un médecin concernant l'état de la petite Xiaozu. Ce dernier lui avait révélé que sa sœur souffrait d'une grave blessure à la moelle épinière, rendant impossible pour elle de se tenir debout comme une personne normale. Cependant, la petite Xiaozu parvenait encore à bouger le haut de son corps. Le médecin confirma que la situation était irréversible. Ye-King, choqué et paniqué, n'avait pas perdu espoir et cherchait une solution. Le médecin lui expliqua qu'il y avait une possibilité de guérison, mais que cela se trouvait dans le monde de l'abîme, un lieu où des remèdes et des traitements inconnus de la science moderne pouvaient exister. Le médecin précisa également que l'incapacité de la petite Xiaozu était causée par des monstres venant de l'abîme, ce qui signifiait que le remède se trouvait également là. Cependant, seul un changeur de métier pouvait y entrer. Sans niveau, Ye-King risquait sa vie en y pénétrant. Mais il décida que, quoi qu'il en soit, il irait dans l'abîme pour sauver sa sœur. Le problème immédiat était le coût des soins médicaux, qui s'élevait à 8000 par jour. Ye-King, déterminé, promit de trouver l'argent nécessaire. Bien conscient des défis financiers qui l'attendaient, il s'engagea à obtenir l'argent rapidement pour payer les frais médicaux de sa sœur. Au moment où il s'apprêtait à la voir, 2 personnes discutaient derrière lui. Elle savait que ses parents étaient morts et que la petite Xiaozu était handicapée, ce qui faisait de Ye-King le seul survivant de la famille. L'un des 2 individus se sentit très désolé pour le sort de Ye-King. Après être arrivé dans la chambre d'hospitalisation de sa sœur, Ye-King entra et lui annonça sa présence en lui disant qu'il était arrivé. La petite Xiaozu, allongée dans son lit, demanda où son frère était allé. Ye-King lui répondit qu'il était allé consulter le médecin pendant un moment et en profita pour lui dire qu'il avait prévu de se rendre dans un endroit appelé l'abîme. La petite Xiaozu, inquiète, lui demanda si cet endroit était sûr. Avec un visage rassurant, Ye-King lui assura que cet endroit était totalement sûr et qu'il n'y avait aucun danger. Il ajouta que son rôle là-bas serait de suivre les autres. En lui exposant son plan, Ye-King faillit oublier quelque chose d'important.
Il sortit une jolie poupée et expliqua à sa sœur qu'il ne pourrait pas être avec elle tous les jours pour le moment. Il lui donna la poupée en lui assurant qu'il veillerait toujours sur elle grâce à cet objet. La petite Xiao Hu, touchée, répondit que son frère était la seule famille qui lui restait et qu'elle ne voulait pas qu'il prenne de risques inutiles. Elle lui confia qu'elle préférait rester en fauteuil roulant toute sa vie plutôt que de le voir s'exposer encore aux dangers des monstres. Ye Qing lui promit qu'il chercherait un travail capable de guérir ses jambes et qu'elle n'aurait qu'à l'attendre un peu. La petite Xiao Zhu, cependant, lui dit qu'il ne fallait pas qu'il mette sa vie en danger pour elle et qu'elle préférait rester paralysée plutôt que de le voir risquer la mort. Dans cette situation, la petite Xiao Hu et Ye Qing se firent une promesse. Ye Qing, en tant que bon frère, ne se mettrait pas en danger. Cette promesse remontait à des années, et même si la petite Xiao Hu était toujours allongée au sol, maintenant qu'elle avait rencontré Wu Ming, elle savait que si elle restait dans l'abîme, son frère trouverait sûrement un moyen d'y entrer. Mais la petite Xiao Hu ne voulait pas que son frère prenne encore plus de risques pour sauver sa vie, ni qu'il perde la sienne. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas mourir si vite, tout comme son frère ne devrait pas mourir si facilement. Wu Ming, ayant entendu cela, n'avait pas prévu qu'une femme puisse être aussi obstinée à propos de sa propre vie. Il souleva rapidement le corps paralysé de la petite Xiao Hu et la remit dans son fauteuil roulant. Il lui expliqua que si un monstre osait lui faire du mal, il ne pourrait pas la protéger. Heureusement, la petite Xiao Hu put constater que son fauteuil fonctionnait encore correctement. Wu Ming précisa qu'il n'était pas responsable de ses choix et qu'il n'avait pas à se soucier si elle vivait ou mourait. Son rôle était simplement de la suivre à distance, sans se laisser interférer. Il se présenta alors. Il s'appelait Wu Ming et était un maître de l'épée à 2 lames. Pendant ce temps, Ye Qing se trouvait toujours dans l'abîme, dans le couloir d'une pièce, portant une torche pour s'éclairer. Bien qu'il ait travaillé dur en tant que récupérateur pendant un certain temps, il avait déjà observé de nombreuses herbes capables de guérir les blessures physiques. Selon ses observations, ces herbes pouvaient guérir les blessures infligées par les créatures de l'abîme, à moins qu'il ne s'agisse d'exceptions. La règle la plus importante était qu'il était impossible de soigner une blessure au-delà de l'état dans lequel on se trouvait lorsqu'on entrait dans l'abîme. Par exemple, si une brûlure était survenue avant l'entrée, la blessure ne pourrait pas être soignée au-delà de la gravité de la brûlure initiale. Si cela n'avait pas été le cas, Ye Qing était convaincu qu'il aurait trouvé un remède pour sa sœur depuis longtemps. Il aperçut alors plusieurs créatures gisant là, totalement impuissantes. Il se demanda s'il n'y avait pas eu une bataille brutale. Les monstres ici avaient un niveau bien plus élevé que celui des changeurs de métier, et il serait logique qu'ils aient été tous anéantis. En inspectant les lieux, Ye Qing ne trouva aucune trace de créature. Était-il possible qu'il y ait des survivants ayant réussi à s'échapper de cet endroit dangereux? Il scruta intensément un endroit en particulier et aperçut, devant lui, une gigantesque bête fendue en 2 d'un seul coup. Les yeux d'observation de Ye Qing ne détectaient aucune trace de magie, et la plupart des victimes semblaient être des changeurs de métier spécialisés dans l'agilité et l'intelligence. Il ignorait encore s'il s'agissait uniquement de la force brute ou non. Quoi qu'il en soit, il avait désormais compris qu'il y avait quelqu'un de plus fort que tous les autres changeurs de métier. Plus précisément, il s'agissait d'un être d'un niveau écrasant. Dans une salle sombre, Wu Ming continuait de marcher, suivi par la petite Xiao Hu. Soudain, une attaque brutale fondit sur Wu Ming et le fit perdre le contrôle. L'attaque, d'une violence extrême, surprit la petite Xiao Zhu, qui ressentit intensément la douleur que subissait Wu Ming. Après avoir encaissé plusieurs coups puissants, dont un qui lui fit un trou sur le front, Wu Ming garda le silence. La petite Xiao Zhu, inquiète, lui demanda s'il était possible de quitter l'abîme et de poursuivre leur voyage, tout en lui demandant si l'attaque avait été particulièrement douloureuse. Wu Ming, visiblement épuisé, ne répondit pas. L'histoire nous ramène, il y a 4 ans de cela, dans une tombe ancienne de l'abîme de classe A, une immense créature avec un corps terrifiant avait été perçue. Ce monstre était un seigneur de ce lieu, et il écrasa violemment la tête d'un homme. Il cria de douleur, tandis que 3 autres personnes se tenaient devant lui, dont Wu Ming et 2 autres. L'un d'eux, un vieil homme chauve, entra dans une colère noire contre Wu Ming. Il était furieux, car malgré la somme d'argent qu'il avait versée à Wu Ming et ses compagnons, les résultats du travail de ce dernier étaient aussi inutiles que des déchets. Du point de vue du vieil homme chauve, en tant que mercenaire, Wu Ming aurait dû attaquer de manière plus agressive. Cependant, il fallait se rappeler que cet homme chauve avait payé Wu Ming 2 fois plus que la normale. Wu Ming, étant un criminel, n'avait aucun statut légal et devait donc travailler dans un groupe de chasse privée en tant que mercenaire, aux côtés de personnes folles prêtes à risquer leur vie pour de l'argent. Ces personnes acceptaient des missions suicidaires et demandaient donc une rémunération doublée. L'homme chauve, furieux, promit 200 000 à ceux qui tueraient le seigneur de l'abîme. Il ne lâcha vraiment pas ce dernier trésor, car il devait absolument être à lui. Celui qui parviendrait à tuer le seigneur des abysses recevrait une récompense de 200 000 crédits.
De cette manière, le guerrier payé au double du tarif habituel était prêt à risquer sa vie pour de l'argent. C'était un peu comme doubler constamment les mises dans un casino, un effet qui pouvait rendre la tête encore plus confuse. Alors qu'il s'avançait, les mercenaires réclamèrent 250 000 pour le faire. L'homme chauve accepta et promit un paiement en espèces de 250 000 crédits. Avec une telle somme, Wu Ming serait prêt à prendre ce risque. L'homme chauve ne cessa de promettre des récompenses généreuses, et plusieurs personnes se tenaient prêtes à attaquer et à tuer le seigneur des abysses. L'apparence et la bouche du seigneur étaient véritablement effrayantes. Le monstre hurla si fort que cela terrifia tout le monde. L'homme chauve n'attendait plus que de savoir qui réussirait à tuer le seigneur pour lui. La bataille féroce pour vaincre le monstre se poursuivit. Alors que la situation devenait de plus en plus tendue, le seigneur des abysses, excédé par les attaques répétées, se déchaîna et tua 2 personnes en les coupant en 2. Maintenant, c'était au tour de Wu Ming. Alors qu'il continuait de se battre, cherchant à tuer le monstre pour toucher la récompense, le seigneur des abysses se tourna pour lui asséner un coup direct. Combattre un tel monstre n'était pas facile, et on voyait bien qu'il était encore debout malgré les attaques subies, ce qui irritait encore plus l'homme chauve. Soudainement en danger, l'homme chauve cria à l'aide et menaça Wu Ming, lui assurant qu'il serait payé plus tard s'il l'aidait à s'en sortir. Il avertit également Wu Ming qu'il avait acheté sa vie. Le seigneur des abysses se préparait à attaquer de nouveau, mais cette fois Wu Ming reprit son énergie et lança une attaque vigoureuse. Son esprit, qui s'était affaibli plus tôt, fut ravivé, et il réussit à frapper le seigneur des abysses à la taille avec son épée. Finalement, l'attaque réussit, et Wu Ming parvint à tuer le monstre avec toutes ses forces. Aussitôt des récompenses apparurent. L'homme chauve se précipita alors vers lui, le poussant brutalement jusqu'à ce qu'il tombe au sol, ne pouvant attendre pour s'emparer du trésor précieux. Il était décidé à ne pas laisser Wu Ming l'empêcher de prendre son butin. Mais Wu Ming lui rappela fermement qu'il méritait le double de paiement, car c'était lui qui avait tué le seigneur. Cependant, l'homme chauve répliqua que Wu Ming était déjà presque mort dans cet incident, et qu'il n'avait donc pas besoin d'argent. Il demanda sarcastique si Wu Ming utiliserait son argent dans un autre monde. L'homme chauve, ravi, se sentit soudainement très heureux, pensant qu'il allait devenir riche. Il se réjouissait également de ne pas avoir à dépenser d'argent pour acheter des informations sur l'abîme caché. Quelques instants plus tard, il ouvrit la boîte au trésor, mais à sa grande surprise, celle-ci était vide. Les yeux de l'homme chauve s'écarquillèrent, n'en croyant pas ses yeux. Il devint furieux et hurla de rage. Pourquoi la boîte au trésor qu'il convoitait était-elle vide? Il se sentit extrêmement malchanceux de ne pas devenir riche à cause de cela. Son visage se ferma alors, dépité par tous les efforts qu'il avait fournis et par la souffrance qu'il avait subie pour parvenir jusqu'ici. Dans un état de désespoir, il ne put retenir sa colère et sa déception. Derrière lui, Wu Ming observait avec calme la réaction de l'homme chauve. Après avoir constaté que la boîte était vide, l'homme chauve subit un changement corporel soudain. Il fut frappé par un sort de sable. Wu Ming, qui avait vu la scène, réalisa immédiatement qu'il avait été victime d'une malédiction. Il se demanda alors s'il avait également été frappé par cette même malédiction. Son inquiétude grandit. Devant lui, le joyau du roi des morts était visible. Wu Ming ignorait encore si ce joyau pouvait être utilisé ou non, en fonction de la personne. Les artefacts immortels liés aux âmes pouvaient transformer leurs propriétaires en créatures mortes vivantes. Ce qu'il fallait retenir, c'était que les sorts sacrés et les soins pouvaient causer des dégâts fatals aux morts vivants, ce qui signifiait que les attaques ordinaires ne pouvaient pas tuer ces créatures. Le principal impact de cette transformation serait la perte de la capacité à ressentir la douleur, ainsi que des changements émotionnels. De retour dans le présent, Wu Ming était plongé dans une réflexion profonde, tandis que la petite Xiao l'observait, intriguée. Elle remarqua que le sang qu'il avait perdu se transformait en grains de sable et se sentit encore plus curieuse de savoir quelle malédiction Wu Ming avait subie. En entendant la question, Wu Ming lança un regard furtif à la petite Xiao avant de se taire, comme s'il ne voulait pas expliquer quoi que ce soit à propos de la malédiction. Ce comportement la troubla, et elle se demanda pourquoi Wu Ming l'ignorait ainsi. La scène passe à un bain de sang terrifiant. Des armes brisées gisaient un peu partout sur le sol. Plusieurs monstres commencèrent à attaquer Ye King avec violence. Profitant de l'occasion, il se battit contre eux, un à un, jusqu'à la mort. L'arme utilisée par Ye King était tellement tranchante qu'elle pouvait rapidement fendre le corps des monstres. Il savait au fond de lui que cette attaque était précipitée et qu'il n'avait pas pris le temps de répartir ses points de manière stratégique. Il choisit donc de distribuer ses points de manière équilibrée, et maintenant presque toutes ses statistiques dépassaient les 200 points. Le visage de Ye King affichait une expression de bravoure et de détermination face à tous les dangers. Les batailles sans fin étaient épuisantes.
Le corps de Ye-King se fatiguait rapidement à force de se déplacer sans cesse, esquivant et attaquant les ennemis. Tout cela demandait une énergie immense, mais Ye-King se battait sans relâche pour sauver sa propre vie. Alors qu'il était en pleine bataille, il trancha la nuque d'un des monstres. En invoquant une attaque de zone, il écrasa tous les monstres près de lui. Le système lui annonça que son mana était maintenant inférieur à 5%. En voyant cette notification, Ye-King se sentit extrêmement malchanceux, car il n'avait plus de mana pour utiliser ses compétences, alors que le nombre de monstres dans cette zone était encore très élevé. Il serait préférable de trouver une autre façon de surmonter cette situation. L'un des monstres devant Ye-King se lança immédiatement dans une rage furieuse en ouvrant sa gueule. La situation était critique, et il était inévitable que Ye-King utilise la puissance de ses mains pour porter un coup au terrible monstre. Il allait doubler ses statistiques naturelles pour pouvoir combattre les monstres restants, se frayant un chemin au milieu des attaques. Alors qu'il était occupé à attaquer un monstre, d'autres apparurent, comme si cela ne finirait jamais. Il y avait non pas un, mais plusieurs monstres autour de lui. La situation ici était vraiment désastreuse. Après avoir traversé 4 pièces remplies de monstres, la fatigue de Ye-King commençait à se faire sentir. Son mana maximal n'était qu'à moitié de sa capacité totale, et la potion de mana légère dans son sac à dos était épuisée. Il ne lui restait plus qu'une grande bouteille qu'il avait prise au début de l'abîme, mais il préférait la conserver pour les situations vraiment critiques et urgentes. Sans perdre de temps, il s'élança en avant pour attaquer directement le monstre. Le visage de ce dernier était horriblement déformé, et même lorsqu'il fut frappé, on aurait dit que l'intérieur de sa tête voulait en sortir. Ye-King lutta de toutes ses forces pour étrangler le monstre par derrière. Bien que le corps de ce monstre fût beaucoup plus grand que le sien, sa lutte finit par porter ses fruits. La tête du monstre se détacha de son corps. Cependant, il ne put pas encore souffler un instant de soulagement, car d'autres monstres étaient toujours présents. C'était le moment pour lui de sortir la carte de l'artefact Faucheuse d'âme qu'il avait obtenue en tuant le démon spirituel plus tôt. Finalement, un grand démon spirituel rouge apparut juste au-dessus de son corps. Les effets secondaires de la faux étaient en effet considérables, et Ye-King admettait qu'il n'osait pas l'utiliser librement. Cependant, s'il employait ce pouvoir pour combattre une bête féroce, il était possible que la nature de la Faucheuse d'âme s'active, restaurant ainsi sa puissance. Les monstres féroces encore vivants furent attaqués directement par la Faucheuse d'âme, qui se déplaçait à une vitesse fulgurante. Le système annonça que l'effet de l'artefact Faucheuse d'âme avait été activé, ce qui restaura la force et le mana de Ye-King. Son corps était de nouveau normal, grâce à la guérison reçue. Sa force avait atteint 100%, et son mana était également revenu à la normale. Ye-King avait économisé ses potions de mana et réduit la fréquence d'utilisation de la super régénération. Le système informa aussi que le temps de recharge de la carte de compétence avait augmenté avec les utilisations répétées. En marchant, Ye-King marcha accidentellement sur une paire de lunettes, ce qui éveilla en lui un pressentiment. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas et cria pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'humain à proximité. En réponse, une voix provenant de l'un des conteneurs lui demanda de ne pas le tuer. Confus, Ye-King chercha la source de la voix. Peu après, un homme d'âge moyen apparut et demanda à Ye-King s'il avait trouvé ses lunettes. Ye-King lui donna les lunettes qu'il avait trouvées plus tôt, et l'homme d'âge moyen, visiblement heureux, les utilisa immédiatement. Il se présenta alors comme étant Song Qingshan, un médecin et chercheur. Song Qingshan expliqua qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Soudainement, l'hôpital avait été envahi par des monstres comme ceux que Ye-King avait tués. Il ne connaissait pas l'origine de ces créatures, et étant un humain ordinaire, il éprouvait une grande peur. C'est pourquoi il avait fui dans une pièce totalement inconnue, se cachant dans un grand tonneau pour éviter les monstres. Ye-King, intrigué, demanda à Song Qingshan s'il avait vu d'autres survivants dans cet endroit. En réponse, Song Qingshan exprima son scepticisme. Selon lui, cet endroit était désormais un hôpital abyssal, et même ceux qui n'étaient pas blessés mouraient inévitablement. La longévité des survivants était pratiquement inexistante, surtout pour les personnes handicapées, dont les membres étaient paralysés. Ye-King s'emporta à l'entente de ces paroles et tira sur les vêtements de Song Qingshan, ne pouvant accepter que celui-ci parle ainsi des personnes handicapées, alors qu'il était lui-même médecin. Il trouva étrange que Song Qingshan puisse dire de telles choses. En réponse, Song Qingshan se montra confus et expliqua qu'il n'était pas un professionnel dans ce domaine. Il estima donc normal de ne pas pouvoir affronter ces terribles monstres. Selon lui, même s'il voulait sauver des vies, il devait avant tout se préserver lui-même. Song Qingshan continua de parler, suggérant que si Ye-King était là pour le sauver, il ferait mieux de cesser de discuter. Song Qingshan était convaincu que des gens du groupe de Lionheart devaient avoir promis à Ye-King une récompense surprenante. En entendant le nom de Lionheart, Ye-King se souvint d'un homme nommé César.
Il avait également en sa possession un petit objet qu'il croyait avoir été laissé par César. Il se rappela que Wutong lui avait parlé de l'insigne comme étant lié au groupe de chasseurs Lionheart, un groupe composé uniquement des plus forts. Après avoir pris un moment pour réfléchir, Ye Qing comprit que les exigences pour rejoindre un groupe de chasseurs aussi puissants étaient très élevées. Ignorant les avertissements, il se dirigea vers un autre endroit, laissant Song Qingshan derrière lui. Ce dernier l'appela et lui rappela que l'issue se trouvait dans l'autre direction. Ye Qing répondit qu'il venait bien de cet endroit, puis il expliqua que son objectif n'était pas de sauver les personnes, mais plutôt de retrouver sa sœur, qui se trouvait dans cet endroit. Song Qingshan venait de découvrir que Ye Qing avait une sœur. Il s'avéra que la présence de Ye Qing n'était pas destinée à aider Song Qingshan. En réalité, Ye Qing n'était même pas affilié à Lionheart. Il s'humilia en affirmant qu'il ne faisait que ramasser des ordures, et que stocker des ordures comme Song Qingshan ne l'intéressait pas du tout. Le portail violet tourbillonnant se dessinait devant eux, sa lueur inquiétante attirant Ye Qing, tandis que des murmures de danger se faisaient entendre dans l'air. Song Qingshan se rapprocha alors pour avertir Ye Qing du labyrinthe sans fin. Ses paroles laissaient entendre à la fois de l'expérience et des intentions cachées. Ye Qing resta silencieux, mais Song Qingshan tendit la main, offrant son aide pour retrouver sa sœur à travers les méandres du labyrinthe. Si Ye Qing lui faisait confiance, Song Qingshan sourit davantage et parla des tentations du labyrinthe, encourageant Ye Qing à suivre son chemin. Après avoir pris une profonde inspiration, Ye Qing s'avança vers le portail. L'air crépita en réponse à sa présence. Lorsqu'il pénétra dans la lumière violette, le silence céda la place à un léger bourdonnement énergétique. Song Qingshan l'interrogea alors sur ses affiliations, intrigué par son voyage solitaire dans un terrain aussi périlleux. Ye Qing répondit calmement qu'il préférait travailler seul, ce qui étonna l'homme, dont l'incrédulité se lisait sur son visage. Song Qingshan commença alors à expliquer les avantages d'appartenir à des groupes établis, détaillant leurs ressources et la manière dont ils surmontaient les défis collectivement dans des endroits dangereux. Song Qingshan commença à énumérer des organisations, son enthousiasme reflétant sa conviction que le travail d'équipe était préférable à l'effort individuel dans le labyrinthe. Il se pencha alors pour suggérer des introductions à des groupes qu'il respectait. L'expression de Ye Qing changea, masquant ses véritables intentions et son scepticisme. Agacé, Ye Qing lui répondit qu'il était juste là pour sauver sa sœur Ye Xiaozu. En entendant ce nom, le docteur était tout aussi paniqué que surpris. Des souvenirs lui revinrent aussitôt en mémoire, se portant alors vers des documents affichant des profils de sujets. À l'époque, un homme avait apporté au chercheur Song Qingshan 2 dossiers sur 2 jeunes filles dont l'une était Ye Xiao ou la sœur de Ye Qing. Song Qingshan demanda sceptique, s'interrogeant sur la manière dont l'étranger avait pu convaincre des gens sans arrière-pensée solide de lui faire confiance. L'homme lui répondit qu'il n'avait pas besoin de les convaincre, il leur demandait simplement s'ils désiraient un avenir meilleur. Toujours dans le passé, l'histoire nous montre la petite Ye Xiao où, serrant un ours en peluche, se présenta alors, d'accord pour aider. Son visage innocent cachait une détermination de fer. L'homme proposa une solution expérimentale pour alléger les fardeaux et offrir de l'espoir aux familles dans le besoin. La fille présente aux côtés de la petite Ye Xiao où s'avança courageusement, volontaire pour être la première à subir l'expérience. Son courage venait du désir de soutenir son père qui luttait. Les 2 jeunes filles, déclarant qu'ils ne comptaient plus sur les autres. Ils se tinrent côte à côte, défiant silencieusement le désespoir. L'homme esquissa un sourire, satisfait de leur confiance. Peu après, dans le laboratoire stérile, des tubes lumineux contenaient l'essence de nombreuses vies, leur confiance récoltée pour alimenter les ambitions du directeur. Celui-ci félicita son assistant pour avoir réuni de nouveaux sujets. Leurs méthodes impitoyables étaient justifiées par des promesses de contribuer au bien-être de l'humanité. Un mystérieux flacon, rempli d'une substance inconnue, laissait présager les dangers à venir. La machine bourdonnait de façon sinistre, et d'un simple geste, l'expérience commença, immergeant le sujet dans une lumière bleue éclatante. En injectant une concoction dans la perfusion, des cris d'agonie déchiraient l'air, alors que la transformation du sujet choquait même les scientifiques les plus endurcis. Quelque chose de bien plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé commençait à émerger. L'alarme du laboratoire retentit, semant la panique parmi les scientifiques, leurs calculs perturbés par un phénomène totalement inattendu. Derrière la vitre, la fille flottait, son essence se mêlant à l'énergie. Le liquide lumineux tourbillonnait avec une intensité imprévisible. Malgré le calme apparent du directeur, son assistante était inquiète, mais il écartait leur panique, les rassurant en affirmant qu'un plan de secours était déjà en place. Un silence tendu suivit alors que le directeur surveillait la situation, son esprit calculant la prochaine étape au milieu des incertitudes croissantes. Soudain, un père désespéré fit irruption dans le laboratoire,
réclamant des réponses. Ses cris résonnaient dans les couloirs stériles, remplis de colère et de peur. Le reconnaissant comme un potentiel obstacle, les gardes l'interceptèrent, débattant de l'opportunité de l'impliquer dans leur plan tordu. Ils le maîtrisèrent facilement, l'entraînant à l'intérieur, ignorant ses protestations, affirmant que des actions nécessaires étaient en cours. Les demandes du père s'intensifièrent. Sa voix se brisa alors qu'il appelait sa fille, son désespoir étant rencontré par une froide indifférence calculée. Le directeur esquissa un sourire et mena le père vers le laboratoire. La silhouette pâle de la fille apparut dans la chambre lumineuse. Le directeur révéla alors l'emplacement de la jeune fille, se moquant du père avec des jargons techniques sur l'avancement de l'expérience et les complications imprévues. Le père perdit patience, se jetant en avant, les poings serrés, prêt à affronter la cruauté du directeur avec une rage débridée. Les gardes l'arrêtèrent et le plaquèrent au sol alors que le directeur se moquait de lui, soulignant l'importance de la jeune fille pour leur recherche. Le regard du père se fixa sur la fille, son cœur se brisant lorsqu'il comprit que son sacrifice faisait partie d'un plan cruel. Son appel entra en collision avec la froide rationalité du directeur, qui balaya cette émotion, renforçant son autorité et justifiant l'expérience comme étant nécessaire pour l'avancement humain. Les gardes maîtrisèrent le père, l'entraînant à l'extérieur tandis qu'il jurait vengeance, son cœur brûlant de fureur et de désespoir. Le directeur se tourna alors vers l'expérience, s'assurant que tout se déroulait sans interruption. Sa confiance masquait l'inquiétude croissante dans la pièce. La tension montait dans l'air, tandis que des questions sur l'état de Ye Xiao demeuraient sans réponse. L'assistant observait attentivement, notant des irrégularités. Il suggéra de surveiller davantage l'état de Ye Xiaozhu. Le directeur ricana, doutant qu'une intervention mineure puisse perturber leur plan. Son arrogance le rendait aveugle aux conséquences qui approchaient. Le directeur serein écarta cette idée comme insignifiante. De retour au présent, Ye Qing avait remarqué l'attitude de Song Qingshan et demanda aussitôt s'il connaissait sa sœur. Song Qingshan esquissa un sourire, affirmant qu'il ne la connaissait pas. Des questions commencèrent à émerger dans sa tête au sujet de la force de Ye Qing. Des rumeurs circulaient sur ses exploits impossibles, semant doute et crainte dans l'esprit du scientifique. Ye Qing marchait aux côtés du directeur nerveux, percevant ses mensonges tandis qu'il s'enfonçait dans les mystérieux corridors du labyrinthe. Le directeur tenta de dissimuler sa peur, prétendant s'inquiéter pour la petite Ye Xiao, mais sa voix tremblante trahissait la vérité qu'il cachait. Panique intérieure, il se remémorait comment il avait abandonné la petite Ye Xiao, se justifiant son action comme une question de survie, tout en dissimulant sa culpabilité devant Ye Qing. Ye Qing observait le comportement nerveux du directeur, ses soupçons se renforçant et sa détermination grandissant à découvrir la vérité sur le sort de sa sœur. Sans avertissement, une gigantesque lame s'abattit, manquant de peu Ye Qing et le directeur, qui trébucha en arrière, terrifié. Une silhouette ombragée émergea, dégageant une aura de force, maniant l'énorme épée avec aisance. La peur du directeur se transforma en confusion alors que le mercenaire annonçait ses intentions, demandant si l'homme avec Ye Qing était le directeur Song, laissant Ye Qing évaluer en silence ses compétences et ses motivations. Le mercenaire expliqua que sa mission était de sauver le chercheur. Ye Qing resta calme mais, prêt à affronter le mercenaire, sa confiance tranquille défiant l'aura écrasante de pouvoir de l'intrus. Le mercenaire se présenta, son attitude bourrue cachant un esprit calculateur. Ye Qing se prépara à une alliance difficile. Ye Qing écouta attentivement, se questionnant sur la loyauté du mercenaire, conscient que sa force avait un prix, bien plus élevé que l'argent ou la survie. La tentative du directeur pour se fondre dans l'ombre échoua. Ye Qing arrêta le directeur qui s'apprêtait à suivre le mercenaire, veillant à ce que son guide réticent ne s'en aille pas. Le chercheur était confus se demandant pourquoi Ye Qing l'empêchait de partir. Ye Qing continua en disant que le chercheur était son guide. Il révéla être à la recherche de sœurs qui devraient être à proximité, un éclat de désespoir traversant son visage alors qu'il cherchait confirmation de la part du mercenaire. Le mercenaire hésita, se rappelant une fille qu'il avait vue auparavant. Ces paroles cryptiques alimentèrent l'anxiété montante de Ye Qing, qui exigea de connaître l'emplacement exact de la fille. Sa voix se brisa, tandis que le directeur calculait nerveusement sa prochaine échappatoire. Le mercenaire indiqua un chemin, laissant Ye Qing déchiré entre la confiance et l'urgence de suivre la trace de sa sœur. Le mercenaire lui remit un ours en peluche, confirmant l'identité de la fille. Ye Qing le serra contre lui, l'espoir et la peur l'envahissant. Le mercenaire affirma sans détour que la situation de la fille était compliquée, ajoutant une touche tranchante aux pensées déjà frénétiques de Ye Qing concernant son destin. La prise de conscience frappa Ye Qing, et son désespoir se transforma en rage. Le directeur, dans sa panique, célébra cette nouvelle, la percevant comme une possible rédemption. Le mercenaire clarifia ses priorités,
avertissant que la sécurité de la fille dépendait de ses actions, non de sa protection dans un tel chaos. Malgré son extérieur froid, il promit d'honorer la dernière demande de la fille. Cependant, la colère de Ye King ne fit que croître à chaque mot prononcé. Le mercenaire évoqua le courage de la fille, qui espérait attendre son frère et lui faisait confiance pour ne pas interférer avec sa décision. La furie de Ye King éclata, l'accusant de négligence, tandis que le mercenaire défendait froidement son rôle de soldat payé. Le mercenaire révéla sa malédiction, une vérité sinistre qui condamnait ceux qui le suivaient, l'obligeant à vivre dans l'isolement. Le mercenaire l'observa en silence, son épée tirée, la lutte entre devoir et morale marquée sur son visage stoïque. Alors que la tension montait, la lame du mercenaire entra en collision avec la défense rapide de Ye King. L'intensité du combat fit écho à travers le labyrinthe. Ye King esquiva, répliquant par une manœuvre rapide, tandis que le mercenaire reconnaissait sa compétence avec un mince éclat de respect. Avec précision, Ye King évita une frappe puissante, son calme perturbant les suppositions du mercenaire qui le sous-estimait. Le mercenaire marqua une pause, proposant un marché pour guider Ye King, sentant sa détermination, mais restant fidèle à ses propres motifs calculés. Ye King refusa, déterminé à retrouver sa sœur selon ses propres termes. La lame du mercenaire se leva à nouveau, signalant qu'il n'éprouvait aucune pitié pour la faiblesse. Leur bataille reprit, chaque coup étant plus lourd que le précédent. Dans un mouvement précis, Ye King désarma le mercenaire, faisant tomber la grande épée. Voyant que son adversaire était sans armes, Ye King s'élança à nouveau avec rage afin d'en finir. Malheureusement sa main fut attrapée. Tenant sa dague dans l'autre main, il lança une autre attaque avec détermination, mais celle-ci fut aussi arrêtée. À ce moment-là, le système annonça que ses armes avaient été désactivées pour les 8 prochaines secondes. Le mercenaire asséna un coup de tête bien appliqué à Ye King, tandis que ce dernier réévaluait les capacités de son adversaire. Le mercenaire, toujours calme et confiant, affirma qu'il n'avait pas encore utilisé toute sa force. Le mercenaire déclara que son épée était inégalée, sa puissance étant l'aboutissement de la survie, de la trahison et des innombrables batailles qui avaient forgé son expertise mortelle. Ye King laissait entrevoir un brin de doute, tout en analysant les faiblesses de son adversaire. Puis soudain le mercenaire Wu Ming envoya un puissant coup qui envoya Ye King dans les airs. Ye King ressentit la puissance de l'attaque qu'il se peinait à parer. Toujours dans les airs, Ye King utilisa sa carte d'invocation d'araignée. Aussitôt plusieurs araignées enragées apparurent prêts à engager le combat. Bien que surpris de voir la capacité d'invocation de Ye King, Wu Ming resta calme et impassible. Aussitôt, les araignées humanoïdes engagèrent aussitôt le combat en lançant des toiles. En quelques instants Wu Ming se retrouva pris dans un piège de toiles l'immobilisant de toutes parts. Malheureusement cette entrave n'était pas de taille à le retenir. En un mouvement Wu Ming se dégagea de ces entraves, qui étaient trop fragiles face à sa force monstrueuse. Bondissant dans les airs avec une rage déterminée, Wu Ming brandit son immense épée sous le regard confus des araignées humanoïdes. Puis avec une fureur incalculable, il balaya tous les monstres invoqués dans un immense slash. Le choc retentit comme un grondement, faisant éclater le sol. Presque déçu de la puissance de ses invocations, il fit remarquer à Ye King qu'il semblait le sous-estimer s'il espérait le combattre avec ses invocations minables. Au même moment, avec une vitesse fulgurante, Ye King apparut dans son dos. Et la seconde d'après, Ye King lui balança une puissante attaque. Un coup bien porté que le mercenaire para péniblement avec son immense épée. Ce dernier, reconnaissant la puissance de l'attaque de Ye King, affirma que si ce n'était pas à cause de l'immensité de son épée, de son poids, cette attaque aurait pu le transpercer. Cependant, en face de lui, Ye King, entouré d'une aura violette irradiant de puissance, affichait un regard déterminé, fou de rage. Le champ de bataille crépitait d'une tension mêlée de peur et de détermination, chaque combattant conscient du mince fil séparant la vie de la mort. Toujours en colère et agacé, Ye King demanda avec rage où se trouvait sa sœur. Un peu plus tôt, alors que la petite Ye Xiao où était derrière Wu Ming, en le regardant combattre, elle lui avait innocemment demandé qui serait le plus fort entre Wu Ming et son grand frère à elle, en l'occurrence Ye King. Surpris par cette demande, Wu Ming s'étonna juste. Mais elle continua, expliquant que son frère était un ramasseur des abysses. Pour elle, il était un vrai guerrier. En entendant cela, Wu Ming lui avait fait savoir que les ramasseurs des abysses n'étaient pas des combattants car ils se contentaient juste de suivre les groupes de chasseurs. Mais la petite restait ferme sur ses paroles, son frère était un vrai combattant. Curieux de le rencontrer, Wu Ming déclara qu'il aimerait bien le voir un jour. De retour au présent, en face de Wu Ming, Ye King venait de prendre sa dernière potion de récupération à un moment critique. Alors qu'il observait son adversaire, Ye King pensait à la meilleure façon de terminer rapidement cet affrontement.
Dans son analyse, il remarqua que Wu Ming était un adversaire bien différent de tous ceux qu'ils avaient croisés jusqu'à présent. Wu Ming ne portait aucun équipement à part son immense épée à 2 mains et ne semblait même pas prendre la peine d'esquiver les coups de son adversaire. À ce moment-là, sans crier gare, Wu Ming le chargea avec une vitesse fulgurante. Ye Qing esquiva en se projetant dans les airs pour éviter l'immense tranchant qui balayait le champ. Ye Qing prépara sa lame pour une attaque, mais sans lui laisser le moindre répit, Wu Ming chargea à nouveau avec son épée. Ye Qing parvint de justesse à l'éviter et riposta, ses frappes calculées visant les failles dissimulées de son adversaire. Avec cette attaque, Ye Qing parvint à toucher son adversaire au cou. Mais il fut très vite surpris en voyant que non seulement Wu Ming était toujours debout, mais il se régénérait aussi rapidement qu'il fut tranché. Wu Ming riposta avec une attaque explosive, testant les limites de Ye Qing. Il encaissa, ripostant avec des frappes précises, équilibrant puissance et agilité pour épuiser progressivement son adversaire. Le sol trembla sous l'intensité du combat, mais Ye Qing ne vacilla pas. Avec une charge ultime, Wu Ming activa le pouvoir suprême de l'artefact. Une puissante explosion inonda l'arène, scellant son triomphe ou presque. Lorsque la poussière retomba, Ye Qing se tenait debout. Il avait utilisé son pouvoir de recyclage pour se faire recycler et éviter ce coup qui aurait pu être fatal. Wu Ming, toujours aussi calme, lui déclara que les attaques normales ne pouvaient rien lui faire. Ce qui amena Ye Qing à penser avec surprise que Wu Ming possédait des traits d'immortalité. Ce trait d'immortalité de Wu Ming était en réalité une malédiction divine qui, certes lui offrait une force incalculable, une immunité à toutes les attaques normales et une régénération quasi illimitée. Puis soudain, Wu Ming commença à se désintégrer. Et sous le regard perplexe et confus de Ye Qing et du directeur, il s'effondra au sol. Peu à peu le corps de Wu Ming disparut, et l'instant d'après il se reforma comme si de rien n'était, et se releva de nouveau. Wu Ming lui fit savoir qu'à chaque fois qu'il meurt il se désintègre en sable, puis revient à la vie encore et encore. Aussitôt, Wu Ming s'élança de nouveau vers Ye Qing brandissant son immense épée. Ne pouvant esquiver l'attaque, Ye Qing activa le clone cauchemar de sang au dernier moment. Mais les assauts de Wu Ming étaient incessants. Acculé et à bout, Ye Qing utilisa Invoque la faucheuse qui avec un coup précis trancha le bras de Wu Ming, mais celui-ci resta stoïque. À ce même moment, Ye Qing remarqua qu'il avait fait tomber l'ours en peluche de sa sœur. Pendant ce petit moment d'inattention, Wu Ming chargea vigoureusement et l'instant d'après, Ye Qing se trouvait plaqué au sol. Avec le plus grand des calmes, Wu Ming lui annonce qu'il n'a pas pitié pour ceux qui se mettent en travers de son chemin, mais il fera exception pour une fois. Alors que Ye Qing l'observait avec des sueurs, Wu Ming continua en demandant comment il voulait choisir entre sa sœur et la vie du directeur. À ces mots, une réalisation frappa Ye Qing comme une douche froide. Il venait comprendre et demanda si sa sœur était toujours en vie. Wu Ming, relâchant son emprise, lui rétorqua qu'il n'avait jamais dit qu'elle était morte. En s'éloignant de Ye Qing, Wu Ming lui fit savoir que tout comme lui sa sœur était une sacrée dure à cuire. Un peu plus tôt, alors que Wu Ming affrontait des monstres, la petite Ye Xiao ou qui le suivait fut prise par un monstre. À ce moment-là, alors qu'elle se rappelait les avertissements de Wu Ming, puis se souvenant des promesses faites à son frère qu'elle resterait en vie jusqu'à leur prochaine rencontre. En larmes, elle s'excusa de ne pas pouvoir tenir cette promesse. Mais une chose se produisit. Soudain, une étrange lueur violette envahit son champ de vision, l'attirant dans un royaume inconnu, un espace brut de pouvoir et d'incertitude. Le monstre recula, frappé par une soudaine prise de conscience. L'énergie vibra dans l'air, altérant la réalité elle-même. Un message s'afficha devant elle, nouvelle compétence acquise. Métamorphe. Ye Xiao ou sentit son corps changer, la transformation ébranlant ses repères. Le poids de ses nouvelles capacités se manifesta en elle. D'un coup de griffe, elle chargea son adversaire. Une créature auparavant gigantesque et menaçante était à présent minuscule devant elle et se fit aussitôt balayer. Pendant ce temps, Wu Ming chargea son adversaire, le combat atteignit son paroxysme, l'obligeant à s'adapter à une vitesse fulgurante. Imperturbable, Wu Ming était debout, son regard acéré. Un colosse en forme d'ours apparut devant lui, sa monstruosité fascinante. Étrangement, Wu Ming sentit un lien inexplicable avec cette bête. Ses pensées dérivèrent vers une fille, et vers les mots de son père. Chaque action, née du désespoir, entraînait des conséquences irréversibles. Wu Ming se préparait à attaquer, sa lame reflétant une lueur pâle. Le scepticisme de Wu Ming grandit tandis que l'ours parlait, révélant des fragments de son passé. Il peinait à croire l'étrange vérité qui se dévoilait devant lui. « Je suis la petite Ye Xiao », déclara la créature. Un silence étonné s'installa. Wu Ming sentit un calme inexplicable, bien que leur lien demeurât énigmatique. Mais ce qui se produisit ensuite le laissa perplexe. La petite Ye Xiao, désormais métamorphosée en ours en peluche,
fixait son propre reflet avec stupeur. Son apparence absurde lui inspirait à la fois gêne et frustration. Wu Ming, quant à lui, demeura impassible. Il haussa simplement les épaules et laissa la petite Ye Xiao résoudre son problème seul. « Tu devras apprendre à maîtriser cette compétence », lui lança-t-il en poursuivant son chemin. Cette conviction laissa la petite Ye Xiao entre admiration et malaise. Malgré sa forme incongrue, elle n'eut d'autre choix que d'accepter cette nouvelle réalité. L'idée de coopérer avec la petite Ye Xiao lui pesait, mais Wu Ming pressentait que cette alliance pouvait révéler des forces insoupçonnées. Puis, la petite Ye Xiao remit l'ourson en peluche à Wu Ming comme preuve si jamais il croisait Ye Qing. De retour dans le présent, tandis que la vérité se dévoilait peu à peu, Ye Qing sentit son regard s'endurcir. Le directeur aussi surpris que apeuré s'exclama. « Sérieusement, Ye Xiao n'est pas morte ?» Le chaos régnait autour d'eux, mais Ye Qing commençait à assembler les pièces du puzzle. Wu Ming fit savoir à Ye Qing que le directeur de l'hôpital qui se trouvait là, près d'eux, était particulièrement responsable de la situation dangereuse dans laquelle se trouvait la sœur de Ye Qing. L'histoire nous ramène quelques jours auparavant, le soleil baignait les rues d'une lueur dorée. Un contraste saisissant avec la tempête qui grondait en l'homme qui avait fait appel au service de Wu Ming. Il tenait entre ses mains un objet énigmatique. Cet homme déterminé et enragé par le décès de sa fille suite à l'expérience ratée du directeur préparait son piège, prêt à condamner sa cible à jamais. Sa motivation était un mélange de vengeance et de désespoir. Wu Ming percevait l'ampleur des conséquences. L'enjeu était clair, mais son choix l'était tout autant. Il ferait face, quelles que soient les répercussions. De retour au présent, les mots froids du directeur résonnèrent dans l'air, dénués d'empathie. Ye Qing plissa les yeux, assimilant l'ampleur de la manipulation dont la petite Ye Xiao avait été victime. L'offre d'un dédommagement que lui fit le directeur lui sembla creuse, une tentative futile du directeur pour masquer l'irréparable. Son poing se serra. La vérité exigeait justice, et non de simples excuses. Sans hésitation, Ye Qing frappa, laissant éclater toute sa rage. Le directeur s'effondra, tremblant sous la puissance du coup. Il balbutia des justifications faibles, tentant d'expliquer ses actes. Des sacrifices pour le progrès. Mais Ye Qing n'y voyait aucune excuse. Exploiter des vies n'était en rien justifiable. Il le savait, l'heure de la rétribution avait sonné. La patience de Ye Qing pour la tromperie était à bout. Une énergie brute parcourut ses veines, son courroux libérant le pouvoir de recyclage enfoui en lui. Face à sa détermination inébranlable, son adversaire, tremblant de peur. La voix de Ye Qing fendit le tumulte, affirmant avec une certitude implacable que la vie de sa petite sœur était irremplaçable. Il n'y avait ni compromis ni pardon. Acculé, l'homme tenta de revenir sur ses paroles, mais la main colossale qu'il avait saisi le plaqua avec violence au sol. Ses mensonges avaient atteint leur fin. Un flot d'énergie colossale jaillit de l'impact, ébranlant même le sol. Il ne tolérerait plus ni manipulation ni injustice. Il resta impassible, son pouvoir une mise en garde pour quiconque oserait exploiter autrui. Jetant le directeur derrière lui en direction de Wu Ming, l'homme vaincu suppliait, mais Ye Qing l'ignora, ses pensées déjà tournées vers la mission qui l'attendait. Le halo violet du portail tourbillonnant devant lui dégageait une aura à la fois menaçante et révélatrice. Il savait qu'il renfermait autant de dangers que de réponses. La sécurité de la petite Ye Xiao dominait son esprit. Tenant le directeur par la tête, Wu Ming déclara que le devoir d'un mercenaire c'est d'aller au bout de sa mission. Le directeur essayant de sauver la mise proposa de doubler la commission du mercenaire. Mais Wu Ming lui répondit. Une personne n'a qu'une seule vie. Comment comptes-tu doubler la mise là-dessus? Puis jetant un coup d'œil à Ye Qing, il lui lança que la prochaine fois ils se feront un affrontement proprement. Pourtant, une chose était certaine. Rien d'autre ne comptait pour lui que la protection de Ye Xiaozu. Entrant dans le portail, sa détermination ne faiblit pas. Il se tenait sur le seuil d'une autre salle de l'abîme, prêt à défier l'adversité. Devant lui, Ye Xiao se montra, son apparence transformée en un vestige amer des épreuves qu'elle avait traversées. Celle-ci bien que transformée appela aussitôt son frère. À sa vue, Ye Qing sentit son cœur s'adoucir un bref instant. Son arrivée tardive le hantait. Chaque retard avait un prix, et le temps n'accordait aucun répit. Pourtant, lorsqu'Ye Xiao le remercia d'un sourire sincère, il sut qu'il avait fait ce qu'il fallait. Malgré la monstruosité de son apparence, elle restait innocente. Ye Qing lui rappela sa force intérieure, son combat pour survivre prouvant qu'elle était loin d'être le monstre qu'elle redoutait d'être devenue. Ye Xiao, entendant les paroles de son frère, sentant une lueur d'espoir renaître en elle. Peu importait son apparence, elle comptait plus que tout. Dans la salle délabrée où il se tenait, un calme rare s'installa. Ye Xiao s'accrocha à la confiance de Ye Qing.
Sa foi en lui était inébranlable. Mais sa transformation pesait sur son esprit. « J'ai peur. Peur de ce que je suis devenu, murmura-t-elle. Ye King la rassura. Ce n'est pas ce que tu es à l'extérieur qui définit qui tu es réellement. Crois-moi. Il savait mieux que quiconque que la monstruosité ne résidait pas dans une apparence, mais dans les choix d'un individu. Les véritables monstres étaient souvent ceux qui arboraient un visage humain. Xiao Zhu baissa la tête, le doute toujours présent. Elle sentait la puissance en elle, mais la contrôlait à peine. Ye King, cependant, voyait un immense potentiel dans ses capacités. Il lui assura que sa force n'était pas une malédiction, mais une arme qu'elle apprendrait à manier. À ce moment-là, une étrange lueur l'entoura soudainement, sa transformation s'inversant. Son corps retrouva progressivement sa forme humaine, et un profond soulagement s'empara d'elle. Elle n'était pas condamnée à cette apparence pour toujours. Ton pouvoir a un prix, expliqua Ye King. Il te faudra apprendre à l'utiliser avec prudence. Les yeux de la petite Ye Xiao brillèrent d'une nouvelle détermination. Elle voulait se battre à ses côtés. Mais Ye King, protecteur, insista pour qu'elle se concentre d'abord sur elle-même. Ils auraient encore de nombreuses batailles à mener. Le regard de Ye Xiao se perdit dans le vide. J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui te ressemble, avoua-t-elle, hésitante. Intrigué, Ye King l'écouta attentivement. Il veut te voir. Il a dit que c'était important. Une tension électrique s'installa. Alors que les deux s'avançaient joyeusement vers la sortie de l'abysse prêts à affronter l'inconnu. Les rues murmuraient des secrets qu'ils devaient percer. Mais avant tout, son téléphone vibra dans sa poche. Hésitant, il décrocha. Où étais-tu passé? Lança une voix familière, teintée d'inquiétude. Ye King soupira. Il savait que son absence avait provoqué du remous. J'avais mes raisons, répondit-il calmement. Son interlocuteur le mit en garde contre les dangers du monde dans lequel il s'aventurait. Mais Ye King n'était pas du genre à se laisser détourner de son chemin. Il s'excusa vaguement avant de raccrocher. Malgré tout, il ressentit une chaleur étrange en lui. Cette brève inquiétude lui rappela qu'il n'était pas complètement seul. Un bruit soudain attira son attention. Son téléphone afficha une notification inattendue. Un paiement venait d'être crédité sur son compte. Ye King plissa les yeux. La grosse somme d'argent apporta à la fois du soulagement, mais aussi un rappel des enjeux. Un message révéla la source des fonds, une vente réussie sous un nom de confiance. Liu Shenran. Ye King esquissa un sourire satisfait devant cette manœuvre astucieuse. Le ton enjoué des notes le fit sourire, mais le nombre de zéros sur le montant le laissa à la fois impressionné et amusé, réfléchissant à ses récentes entreprises. En repensant à ses efforts, Ye King réalisa la ruse nécessaire pour naviguer dans le monde dangereux qu'il avait choisi de traverser. Il se remémora la veille, son esprit repassant en boucle des souvenirs vivaces de trésors découverts et de batailles qui avaient mis à l'épreuve sa résilience et son intelligence. Liu Shenran, intrigué par ces trouvailles, lui demanda où il les avait obtenues. Ye King minimisa la source, affichant une attitude calme pour dissimuler la vérité. Il mentionna négligemment qu'il les avait récupérés lors de fouilles, mais son regard perçant la poussa à chercher la vérité. Liu Shenran n'était pas convaincu par cette explication nonchalante. Finalement, Ye King admit qu'il n'avait aucune utilité personnelle pour ces trésors, les qualifiant de simples sous-produits de ses efforts. Liu Shenran se moqua gentiment de lui, sa tonalité espiègle contrastant avec la confiance tranquille de Ye King en sa capacité à s'adapter. Malgré ses taquineries, Liu Shenran commença à reconnaître la résilience surprenante de Ye King. Elle émettait des théories sur les défis auxquels Ye King était confronté, reconstituant les indices de ses activités passées avec une acuité intellectuelle impressionnante. Ye King, quant à lui, laissait entrevoir d'autres manières de surmonter les obstacles, sa débrouillardise suscitant l'admiration de Liu Shenran. Malgré ses doutes sur ses méthodes, elle le rappela aux enjeux, insistant sur la prudence, car ses actions risquaient de provoquer des conséquences imprévues. Le sourire de Ye King révéla sa confiance calculée. Ils débattirent des risques associés à sa méthode, Liu Shenran soulignant l'importance de la compétence et de la prévoyance. Ye King la rassura avec détermination. Liu Shenran concéda, reconnaissant sa détermination à maîtriser les défis. Elle lui offrit sa confiance, bien que ses préoccupations sur les risques demeuraient. Elle suggéra qu'une évaluation formelle de ses compétences serait judicieuse, sa tonalité mystérieuse. Ye King réfléchit à ces mots, son assurance ne vacillant pas face à ses doutes. Ye King à présent dans ses quartiers, pensif, lorsque soudainement un coup à la porte interrompit ses réflexions, le ramenant à la réalité. Un colis mystérieux gisait au sol, suscitant en lui une curiosité grandissante. Il se pencha prudemment pour l'examiner. La petite Ye Xiao, de retour à la maison,
exprima sa gratitude avec un ton joyeux, illuminant la pièce. Ye King sourit, appréciant son énergie renouvelée. Elle plaisanta en disant qu'elle allait impressionner tout le monde dès son premier jour de retour. Son optimisme était contagieux, et Ye King admira sa détermination à rester forte. Ye King s'inquiétait de son état, et la petite Ye Xiao lui montra des signes de progrès impressionnants, le surprenant par sa rapidité de rétablissement. Elle affichait une force retrouvée, et Ye King, tout d'abord étonné, ressentit une grande fierté. Cependant, des questions demeuraient. Comment avait-elle pu progresser aussi rapidement? La petite Ye Xiao avoua ses inquiétudes de risquer de détruire la maison pendant sa transformation. Ye King la rassura, lui conseillant de prendre son temps pour s'adapter à ses nouvelles capacités. Il était impressionné par sa détermination à maîtriser sa force, mais lui rappela de prioriser son bien-être. La petite Ye Xiao promit de ne pas se précipiter, sa tranquillité d'esprit reflétant sa résolution. Ye King lui faisait confiance pour gérer sa puissance avec sagesse. Curieuse, la petite Ye Xiao lui demanda où il partait si soudainement. Ye King répondit par un sourire mystérieux, laissant entendre qu'il avait des affaires urgentes. Il expliqua que ses obligations professionnelles l'obligeaient à partir, même pendant les week-ends. La petite Ye Xiao le regarda partir, une curiosité grandissante envers ses activités personnelles. Elle se demanda si Ye King rencontrait quelqu'un d'important, son imagination s'emballant avec des hypothèses farfelues. Peu après, Ye King arriva dans le centre-ville animé, où les gratte-ciel symbolisaient les défis et les opportunités. En scrutant la foule, il ressentit l'énergie compétitive qui régnait. Les enjeux étaient élevés, et son attention était à son comble. Il se demanda pourquoi cette compétition pour cet examen de chasseur était aussi intense, mais sa détermination le maintenait concentré. Ye King fixa l'imposant bâtiment, son esprit tourné vers l'examen qui allait déterminer s'il avait ce qu'il fallait. Une voix familière le fit sursauter. C'était Wutong. L'étonnement était évident sur son visage, et Ye King tourna la tête, intrigué par cette rencontre inattendue. Wutong, visiblement choqué de le voir, laissa entrevoir l'histoire partagée entre les deux hommes. Leur réunion apporta une complexité supplémentaire à la journée. Ye King expliqua sa décision de passer l'examen de chasseur, soulignant que la charge financière qui pesait sur lui l'avait jusque-là empêché de s'y inscrire. Wutong, réfléchissant à ses propres difficultés passées, raconta comment les perceptions de ses capacités l'avaient freiné dans son ascension. Ye King écouta avec une compréhension silencieuse, avant que Wutong ne l'encourage à poursuivre, soulignant son potentiel à exceller. Leurs échanges furent emplis d'encouragement mutuel et donnèrent à Ye King un nouveau sens du but. Une agitation soudaine attira leur attention. Une figure imposante exigeait que les autres se retirent. Le chaos annonça l'arrivée d'un leader intimidant, Liu Xing. Son aura puissante marquait clairement sa position de force, et son statut de choisi des dieux suscitait des murmures. Ses capacités rares le mettaient à part des autres compétiteurs. Ye King observa Liu Xing, notant l'admiration et la peur qu'il inspirait. Il savait que leur chemin finirait par se croiser. La présence dominante de Liu Xing ne passait pas inaperçue, et Ye King suggéra à Wutong de s'enregistrer pour l'examen après lui. Le groupe de Liu Xing fit sensation, leur arrogance étalant leur réputation de compétiteurs de haut niveau. Le personnel demanda sa spécialité pour son inscription. L'objectif de Liu Xing était d'obtenir le certificat Tuan, une rare distinction qui soulignait son talent inégalé et son ambition sans limite. Des murmures d'admiration l'entouraient, son titre d'élu des dieux lui assurant une place au sommet du respect dans la pièce. Pourtant, Ye King restait impassible. Son regard déterminé reflétait sa volonté de prouver sa valeur, malgré son statut de simple outsider. Pendant ce temps, une femme mystérieuse fit son apparition. Son assurance déstabilisa l'arrogance de Liu Xing. D'un ton tranchant, elle réduisit au silence ses tentatives de flatterie et refusa sèchement sa proposition de collaboration. Son regard perçant le défia sans la moindre hésitation. Pour impressionner l'assemblée, Liu Xing se vanta une fois de plus de son statut d'élu divin. Mais la femme, indifférente, était prête à lui révéler la vérité. Soudain, des flammes jaillirent de ses mains. Son attaque fut si puissante qu'elle balaya Liu Xing d'un seul coup. Il hurla, pris au dépourvu par une telle force. Les spectateurs chuchotèrent, éberlués par cette démonstration de puissance. Son incroyable précision révélait une maîtrise bien au-delà du niveau d'un simple débutant. Ye King, observant la scène, analysa calmement les compétences de la combattante. À ses côtés, Wutong éclata de rire, se moquant du titre prétentieux de Liu Xing. Ce dernier, humilié, sentit la rage monter en lui. Sous les éclats de rire de la foule, son orgueil blessé le poussa à répliquer de manière irréfléchie. L'atmosphère s'alourdit alors qu'il se précipitait sur la femme,
assoiffé de revanche. Dans un accès de frustration, une énergie sombre explosa autour de lui, alimentée par son désespoir. Pourtant, la combattante demeurait impassible. Alors qu'il hurlait de colère, et se retourna. Soudain, une ombre émergea derrière Liu Xing. Des yeux s'illuminèrent d'une lueur déterminée, une aura menaçante l'immobilisant de terreur. Ye Qing se tint en retrait, mais sa simple présence perturba Liu Xing. Contrairement à lui, Ye Qing n'avait pas besoin d'afficher son pouvoir par des démonstrations excessives. Son calme suffisant à imposer le respect. L'intervention des autorités mit un terme à l'escalade. Les examinateurs interdirent l'usage des compétences en dehors des zones prévues. Liu Xing et Ye Qing se conformèrent aux règles, mais l'électricité dans l'air persistait. La femme aux cheveux violets se défendit sereinement, affirmant que c'était Liu Xing qui l'avait provoqué. Même sous l'examen minutieux des autorités, son assurance restait intacte. L'examinateur s'intéressa alors à son dossier et à la certification qu'elle convoitait. Elle déclara viser un certificat d'élite de magie élémentaire du feu, prouvant ainsi son expertise. Pour vérifier son niveau, un cristal d'évaluation lui fut présenté. Lorsqu'elle posa la main dessus, une lumière éclatante s'en dégagea, bien plus intense que prévu. La surprise fut générale. Son énergie dépassait de loin les attentes, suscitant la méfiance de l'examinateur. Intriguée, la foule se demandait qui elle était réellement. Mais d'un sourire malin, la femme insinua un dysfonctionnement du cristal. Feignant l'innocence, elle cachait habilement la vérité sur l'ampleur de son pouvoir. Après vérification, aucune anomalie ne fut détectée. L'examinateur, inconscient de son stratagème, valida son succès. Elle exulta de joie, masquant parfaitement son intelligence rusée derrière une façade insouciante. Ye Qing observa la scène en silence. Derrière son apparente gaieté, il percevait quelque chose de plus profond, une nature bien plus calculatrice. Alors que la salle s'agitait encore sous le poids des tensions, l'examinateur posa une question à Ye Qing, doutant de ses capacités. Quand il annonça vouloir postuler au certificat tout en un, des ricanements éclatèrent dans la salle. Mais il ne vacilla pas. Son regard inébranlable témoignait de sa certitude absolue. L'examinateur expliqua la difficulté extrême de cette certification, mais Ye Qing ne broncha pas. Un parchemin mystérieux comportant des clés lui fut présenté, son aura sombre signalant les épreuves périlleuses qui l'attendaient. Sans la moindre hésitation, Ye Qing le saisit fermement. Les murmures sceptiques s'intensifièrent. Lorsqu'on utilisa un cristal d'évaluation sur lui, les résultats furent incompréhensibles. Son potentiel dépassait les normes, non son potentiel était inexistant. Son frère, Zhu Tong, protesta vivement contre les moqueries dirigées vers Ye Qing, insistant sur leur détermination commune à prouver leur valeur. Mais l'examen était strict, aucune coopération n'était autorisée. Ye Qing devait affronter les épreuves seul. Face aux doutes et aux regards méprisants, il esquissa un sourire confiant. Le silence tomba, laissant place à une tension palpable. Ye Qing se tourna vers l'examinateur, prêt à relever le défi. Son calme inébranlable contrastait avec le scepticisme ambiant. La clé entre ses mains dégageait une lueur menaçante, annonçant un test bien au-delà d'une simple épreuve de force. Il exigerait un parfait équilibre entre compétence, intelligence et courage. Derrière lui, Wu Tong l'interpella. Mais Ye Qing, porté par sa détermination, ne se retourna pas. Les portes cramoisies pulsaient d'une énergie sinistre, avertissant les intrus du danger qui les attendait au-delà. Pourtant, Ye Qing ne montra aucune hésitation. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Liu Xing interpella l'examinateur. Il voulait avoir la même clé que celle de Ye Qing. L'officiel annonça alors une nouvelle qui intensifia la tension. Il n'y avait qu'une seule clé pour progresser dans ce donjon, forçant les participants à s'affronter. L'examinateur expliqua que la difficulté s'adaptait au nombre de participants, soulignant que le travail d'équipe pouvait être aussi périlleux qu'avantageux. Pendant ce temps, un officiel expliqua les faibles probabilités de survie des participants. Il comprit rapidement que chaque monstre possédait des enchantements uniques, nécessitant des stratégies spécifiques. L'un des sbires de Liu Xing exhiba fièrement des trophées, prouvant sa maîtrise des donjons et sa facilité à les dominer. Ye Qing examina attentivement les statistiques de ces artefacts magiques, notant leur capacité à augmenter force et vitesse, un atout crucial dans cet environnement impitoyable. Il réfléchit alors à l'importance de l'équipement. Même un individu faible pouvait s'élever avec le bon arsenal. Un membre d'une guilde le mit en garde. L'impréparation mène à une défaite rapide, avertit-il. Mais Ye Qing, confiant, resta impassible, prêt à affronter l'inconnu. Zhu Tong encourageant son ami, tandis que Ye Qing s'avançait. Ye Qing et son rival Liu Xing se tenaient à présent prêts à entrer.
Liu Xing, dans un geste théâtral, utilisa la clé pour ouvrir le portail abyssal. Le donjon émit une aura encore plus inquiétante tandis que Ye Qing et son rival entraient, leur assurance se heurtant à la montée de la tension. La difficulté du donjon augmenta grandement, rendant les monstres plus puissants et forçant les deux futurs participants à se battre avec encore plus d'acharnement. Une série de debuffs s'abattit, réduisant l'efficacité des potions de soins. Ye Qing observa calmement la mécanique en jeu et comprit que l'usage irréfléchi des potions pouvait aggraver la situation. Liu Xing s'équipa d'armure de haut rang, se proclamant le chasseur ultime. D'un pas assuré, il franchit un portail lugubre, prêt à prouver sa suprématie. Ye Qing le suivit du regard en silence. À peine ils avaient franchi le portail que le système annonça alors une nouvelle mise à jour de difficulté. Le donjon passait au niveau cauchemar. La tension monta d'un cran. Une aura flamboyante se manifesta, signalant le changement de niveau du donjon. Un message officiel confirma la présence d'un monstre légendaire, à la difficulté démesurée. Toujours dans la salle d'attente, l'excitation monta parmi les chasseurs, leur enthousiasme masquant à peine les risques colossaux qu'ils encouraient. Certains foncèrent sans hésiter, tandis que Zhu Tong hésitait en observant l'aura ardente, priant pour que son ami Ye Qing en revienne vivant. L'entrée du donjon s'ouvrit sur une immense salle, semblable à un manoir. Ye Qing perçut immédiatement le silence inquiétant, tandis que deux silhouettes massives se dressaient devant eux, annonçant un danger imminent. Liu Xing avec arrogance s'esclaffa, qualifiant l'endroit de ridicule et bien trop simple. Il ignorait toutefois les menaces dissimulées derrière les statues imposantes. Ye Qing analysa la disposition des lieux, reliant les indices déclara qu'il s'agissait de la salle du boss. Lorsqu'il s'avança prudemment, un changement soudain alerta le groupe. Les deux énormes chevaliers surgirent, bloquant leur chemin, leurs silhouettes dégageant une intention meurtrière. Ces guerriers en armure émettaient une puissance terrifiante, attestant de la difficulté extrême du donjon. Restant calme et analytique, Ye Qing élabora une stratégie. Il USA de sa vitesse pour semer la confusion et prendre l'avantage. En observant attentivement leurs armures, il remarqua des points faibles, mais leur force écrasante l'obligea à privilégier la tactique à la confrontation directe. Alors se préparait à invoquer ses araignées d'ombre, le chasseur Liu Xing, toujours aussi arrogant, chargea tête baissée, ignorant les mises en garde de Ye Qing. Il n'avait Dieu que pour le butin qu'il attendait dans la salle du boss. Son excès de confiance se brisa instantanément lorsqu'apparut le roi écraseur, un boss légendaire dont la puissance écrasante et l'envie insatiable de destruction firent trembler la salle entière. Ye Qing observa, incrédule, le chasseur comprendre trop tard son erreur. Ce combat ne se gagnerait pas par la force brute seule. Aveuglé par son assurance, le chasseur brandit son arme et se précipita sur le boss. Mais le roi écraseur répliqua avec une violence inouïe. Oui. L'impact de son attaque fit trembler la pièce, renvoyant Liu Xing comme une balle de punching ball. Le chasseur, autrefois si sûr de lui, vacilla. Son assurance s'effrita à mesure qu'il réalisait l'ampleur de la gifle qu'il venait de recevoir. Le chasseur hésitait, son armure à peine capable de tenir sous la puissance de l'attaque. De son côté, Ye Qing observait attentivement, analysant les failles dans le schéma de combat du chevalier, élaborant en silence sa prochaine stratégie au cœur du chaos. Soudain, la hache massive du second chevalier trancha violemment dans l'air. Ye Qing esquiva de justesse, prêt à exécuter son contre-attaque. Mais il remarqua aussitôt un changement. L'attention du chevalier se portait désormais sur lui. Sa tactique de diversion n'était plus viable. Ye Qing, lui, analysait chacun de ses mouvements, repérant une ouverture critique. Son atout majeur dans cette bataille, sa vitesse. Le chevalier, bien que surpuissant, perdait en précision. Ses attaques devenaient plus erratiques, créant un court instant d'opportunité. Ye Qing manœuvra avec adresse, utilisant son environnement pour esquiver. L'épée du chevalier brillait d'une intention meurtrière. Chaque coup porté augmentait la pression sur Ye Qing, qui esquivait de justesse. C'est alors qu'il comprit la mécanique de perte de sang, la moindre blessure pouvait lui être fatale. Il devait revoir son approche. Le chasseur arrogant, inconscient du danger, poussa un cri de défi. Son imprudence perturba momentanément l'attention de Ye Qing qui manqua de peu de se faire trancher. Activant sa compétence sprint spirituelle, Ye Qing se déplaça avec une agilité fulgurante, esquivant chaque assaut du chevalier. Pendant ce temps, le chasseur arrogant, toujours inconscient du danger, le railla et se jeta sur l'ennemi avec témérité, ignorant l'avantage tactique que le chevalier détenait sur ce champ de bataille. Profitant du chaos, Ye Qing observa attentivement à la fois le chevalier et le chasseur. Il analysa leurs forces et leurs faiblesses, cherchant une faille exploitable. Il comprit alors que les assauts frénétiques du chasseur détournaient temporairement l'attention du chevalier, allégeant la pression sur lui-même.
Le chevalier riposta violemment, sa hache comme une raquette de tennis renvoyant Liu Xing comme une balle. Ye Qing esquiva nonchalamment Liu Xing qui chutait. Il comprit alors que la survie dans un donjon de niveau cauchemar exigeait non pas de la force brute, mais une stratégie minutieuse et une parfaite coordination. Soudain, le chevalier libéra une attaque de zone dévastatrice, projetant des ondes d'énergie dans toute l'arène. Ye Qing resta sur ses gardes, attendant le moment propice pour frapper. Il avait remarqué que l'armure scintillante du chevalier déviait chaque attaque conventionnelle. Pourquoi les coups traditionnels échouaient-ils? Il réalisa alors que les attaques du chevalier étaient limitées par l'espace exigu de la salle. Avec les efforts du chasseur devenant de plus en plus désorganisés, Ye Qing intensifia son approche méthodique. Il était leur unique espoir face à cet ennemi écrasant. Dans un dernier assaut, il mit à l'épreuve la résilience du chevalier. Épuisé, mais prêt à affronter la prochaine menace, il se redressa. Le chasseur, quant à lui, peinait à tenir tête au chevalier. Frustré par son incroyable résistance, il ne comprenait pas pourquoi ce monstre différait tant des autres créatures de l'abîme. Le chevalier, inébranlable, balayait d'un revers de lame les assauts du chasseur, démontrant une maîtrise absolue du combat. Ye Qing observa avec attention, remarquant l'absence totale de stratégie de son rival. Le chasseur s'agaça, moquant le calme de Ye Qing et l'accusant de n'avoir aucune attaque offensive. Ye Qing esquissa un sourire en coin. Il connaissait son avantage. Sa stratégie calculée triompherait toujours sur la force brute aveugle de son adversaire. Le déluge d'attaques du chevalier ne laissait aucun répit, forçant le chasseur à rester constamment sur ses gardes. Chaque coup porté menaçait de le faucher, et malgré ses efforts pour esquiver, une erreur fatale survint. Un faux pas, et il fut projeté violemment en arrière, son arrogance s'effondrant sous la puissance implacable du coup du chevalier. En retrait, Ye Qing observait la scène avec attention. Le chasseur, blessé et frustré, regrettait ses choix stratégiques, réalisant trop tard son manque de préparation. Soudain, un rugissement colossal fendit l'air. La gigantesque épée du chevalier surgit, éventrèrent le sol dans une explosion de chaos. Il jeta un regard en arrière vers Liu Xing et le réprimanda pour son imprudence. Ye Qing se mit à sprinter, esquivant les débris avec une détermination agile. Conscient qu'il n'avait plus d'autre choix, il décida de miser sur la force brute. Son poing bien serré, il se jeta en avant, animé d'une intention féroce. Une lumière bleue éclatante surgit au moment de l'impact, l'énergie concentrée dans sa vitesse déchaînant une attaque décisive contre la bête. Le sol trembla sous la violence du choc, mais la créature encaissa, sa carapace absorbant une grande partie des dégâts. Des étincelles jaillirent tandis que le choc résonnait dans toute l'arène. Reculant sous la contre-attaque déchaînée du monstre, Ye Qing tituba brièvement. La bête chargea, bien plus rapide que prévu. D'un réflexe précis, Ye Qing esquiva de justesse avant de riposter, une bonne droite qui fit vaciller la bête pendant un instant. Un tremblement parcourut la créature à l'impact. Pourtant, sa riposte fut immédiate, alimentée par une rage brute. Ye Qing bondit en l'air. Mais la bête concentra alors toute sa force dans l'assaut. L'air crépita sous la puissance de sa lame, qui s'abattit avec une précision implacable. Le coup porta tranchant Ye Qing. Liu Xing, voyant cela, était sous le choc. Heureusement Ye Qing avait utilisé le cauchemar de sang pour éviter ce coup fatal. Essoufflé, Ye Qing se réceptionna, prêt à réagir au prochain mouvement. Les deux créatures chargeant de nouveau, Ye Qing se propulsa dans les airs passant à l'arrière. Puis dans un éclair fulgurant, il visa la nuque de l'un des chevaliers de pierre et libéra une explosion lumineuse. Le monstre hurla avant de s'effondrer, son corps disloqué dans une gerbe d'énergie cramoisie. Mais déjà, la présence du second chevalier s'imposait. L'énergie de ses lames virevoltait autour de Ye Qing qui esquivait tant bien que mal, chacun de ses mouvements chargés d'intensité. Liu Xing, en retrait, observait avec stupéfaction. Il comprenait que l'impact de Ye Qing était bien plus utile qu'il ne l'avait imaginé. Liu Xing cria à Ye Qing, n'était-il pas censé être un débutant? Avec un calme déconcertant, Ye Qing lui répliqua qu'en tant que nouvel éveillé, il était considéré comme un bleu, mais cela fait bien longtemps qu'en tant que ramasseur il arpente les abysses. Étonné, Liu Xing lui demanda comment pouvait-il être aussi fort alors qu'il n'avait aucun équipement. Pour Ye Qing, les équipements n'étaient rien de plus que des gadgets que les uns utilisent pour se sentir puissants. Les deux chevaliers s'étaient déjà relevés et l'un était entré en mode berserk. Avec un sourire en coin, Ye Qing, tout en s'apprêtant aux prochains assauts, répliqua à Liu Xing que son équipement ultime c'était son corps. Liu Xing se rapprocha de Ye Qing avec enthousiasme, son énergie flamboyante. « C'est mon heure », lança-t-il, invoquant des éclairs foudroyants qui crépitaient autour de ses poings. Alors qu'il perdait du temps à exhiber son arrogance,
Ye-King se lança en avant. Ye-King lança une explosion foudroyante qui illumina le champ de bataille. L'impact fit vaciller l'ennemi, ses défenses commençant à céder. Tandis que les flammes pleuvaient, Ye-King s'engouffra dans la brèche, ciblant les points faibles avec une précision chirurgicale. Puis, dans un ultime assaut, il libéra une attaque dévastatrice. Des flammes jaillirent, engloutissant le terrain dans une tempête de lumière et de feu. La tête du premier chevalier de pierre s'envola décapitée. Tandis que Liu Xing continuait à jacasser à l'arrière, Ye-King continua sa fulgurante lancée. Le deuxième monstre chevalier, plus menaçant encore, s'éleva. Sa hache d'acier brillait sinistrement. Ye-King évita habilement son attaque fulgurante qui se planta dans le torse du premier chevalier. Mais le monstre était assez rapide et au moment où Ye-King atterrissait, une nouvelle attaque se préparait dans son dos. Ye-King savait que le cauchemar de sang était toujours en récupération. Alors, avec précision et sang-froid, Ying adopta une posture défensive et invoqua un bouclier de protection qui résista à peine à l'attaque du monstre. Conscient qu'il devait tenir bon, Ye-King raffermit sa position, alors que le monstre apprêtait déjà une nouvelle attaque. Pourtant, bien que vacillant, Ye-King resta impassible, farouchement décidé à ne pas tomber. Face au monstre qui chargeait farouchement, Ye-King prépara sa lame pour une contre-attaque. Liu Xing l'avertit du danger de telles actions imprudentes, mais les yeux de Ye-King brillaient de détermination. Au dernier moment, il envoya une puissante attaque de flammes dévastatrices, directement sur le visage exposé. Le monstre rugit, sa gigantesque silhouette vacillant sous la puissance du coup. Le pari de Ye-King venait de payer, renversant peu à peu l'élan du combat. Le monstre chargea, animé par une fureur explosive, son corps massif écrasant tout sur son passage. Ye-King, cependant, resta concentré, prêt à riposter. « Je ne suis pas là pour me faire tuer » murmura-t-il, avant d'invoquer son pouvoir de recyclage. Les bras apparurent, violettes d'énergie, un rugissement déchira l'air. Liu Xing recula, stupéfait, criant qu'un autre pouvoir avait été activé. Le combat atteignait un nouveau sommet, une lutte acharnée où seule la volonté déterminait l'issue. La bête, désormais pris de toutes parts par les bras du pouvoir recyclage, irradia d'un éclat menaçant. Une notification s'afficha, alertant Ye-King de son danger extrême. Des éclairs jaillirent du corps du monstre, complétant sa transformation. Ye-King observait, analysant chaque mouvement à la recherche de la moindre faiblesse. Malgré le chaos, Ye-King esquivait avec précision, sa légèreté contrastant avec la brutalité ambiante. Une nouvelle notification s'afficha, mode berserk activé, dégâts accrus, mais santé en chute rapide. Avec sa dague chargée d'énergie, Ye-King bondit, prêt à en finir. Toute sa force convergea dans un ultime assaut, l'énergie violette pulsant autour de lui. Le coup frappa à l'œil du monstre, parfaitement exécuté. L'œil explosa sous l'impact, laissant la bête sonner. La créature recula, incapable de suivre le rythme effréné imposé par son adversaire. Mais l'indicateur de santé du monstre clignota. Il avait récupéré ses forces et guéri son œil. Pourtant, au bord de l'effondrement, Ye-King ne faiblit pas. S'il s'arrêtait, il mourrait. S'il hésitait, il mourrait. La victoire était son seul choix. Entrant de nouveau en mode berserk, Ye-King brûla ses dernières réserves de vitalité. Ses yeux s'illuminèrent d'un violet incandescent. Dans un rugissement, il s'élança, propulsé par une vague d'énergie. L'arme levée, il traça dans les airs un arc d'énergie destructeur. La bête tenta une contre-attaque, mais Ye-King l'avait anticipé. Il trancha avec une précision déconcertante, s'infiltrant dans sa garde pour porter un coup fatal. Une lumière éclatante accompagna l'impact. L'arène trembla. Et la bête s'effondra. Dans le silence qui suivit, Liu Xing hurla de confusion, incapable de comprendre comment Ye-King avait surpassé le monstre. Ye-King atterrit doucement, épuisé mais triomphant. Ce combat était terminé, mais ce n'était qu'un début. Ye-King, impassible, traversa le champ de ruines, une aura calme mais écrasante émanant de lui. Une notification clignota, mission terminée. Récompense exclusive obtenue. Éreinté, Ye-King but une potion de soin, récupérant une partie de sa vitalité. Son corps restait faible, mais sa volonté, elle, demeurait intacte. Les fioles vides tombèrent au sol. Il laissa échapper un petit rire, songeant à quel point il avait frôlé la mort, encore une fois. Debout au milieu des décombres, il se tenait prêt pour le prochain défi, son esprit affûté par cette victoire chèrement acquise. Activant le recyclage, une énergie violette s'éleva doucement, activant les gigantesques mains. Le sol vibra alors que l'énergie du vide dévorait les vestiges des ennemis vaincus. Ye-King, stoïque, observait le spectacle, absorbant les compétences et l'essence de ses adversaires avec une efficacité terrifiante.
Liu Xing, dépassé par ce qu'il voyait, comprit soudain que cet homme était plus effrayant que tous les monstres réunis. Ye Qing détenait un contrôle absolu. Une autre notification s'afficha, récupération réussie. Carte de compétences acquise. Un sourire discret naquit sur ses lèvres, satisfait d'avoir mis la main sur de si rares aptitudes. Il les inspecta une à une, déjà prêt à les maîtriser. La première carte permettait d'enchaîner des attaques dévastatrices, augmentant considérablement sa puissance en combat rapproché. La deuxième offrait une compétence de défense capable de transférer les malus subis. Reconnaissant immédiatement l'utilité de cette dernière, Ye Qing décida de la conserver. Liu Xing, stupéfait, restait figé devant les récompenses de Ye Qing, tandis qu'un talot pourpre émanait d'un coffre apparaissant au-dessus. Le coffre de récompense tomba dans un fracas qui manqua de peu de faucher Liu Xing. Ye Qing s'approcha du coffre rayonnant, animé d'une détermination implacable. Une notification clignota soudain, annonçant un événement à faible probabilité susceptible d'améliorer significativement son équipement. Immédiatement, sa concentration se durcit. L'autel du maître forgeron s'illumina d'un rouge incandescent, sa lueur légendaire clouant laissant Liu Xing sans voix. Ye Qing observa impassible tandis que l'autel s'activait. Cette occasion rare, pensa-t-il, pourrait transformer la plus banale des dagues en une relique d'exception. Liu Xing, estomaqué, s'écria « Comment est-ce que tu peux avoir une chance pareille ?» Ye Qing haussa simplement les épaules, les yeux rivés sur l'autel. Il savait que plus l'on repoussait ses limites, plus les récompenses devenaient exceptionnelles. L'effort sincère finissait toujours par payer. Avec un sourire confiant, il plaça une dague ordinaire dans l'autel, persuadé qu'elle pouvait devenir quelque chose d'extraordinaire. Liu Xing se moqua, lui conseillant d'utiliser un équipement de qualité supérieure, mais Ye Qing expliqua que cette arme, bien que modeste, avait une valeur sentimentale. Il se battait depuis le niveau 1, sans équipement haut de gamme. Fixant la lame faiblement illuminée, Ye Qing déclara intérieurement qu'il n'y avait plus de retour possible. Il fallait l'élever jusqu'à la grandeur. Lorsque la dague fut déposée dans l'autel, des flammes s'en échappèrent, reflétant son potentiel caché. Une notification confirma un taux de réussite de 200%, dépassant la perfection. Ça va être incroyable, pensa-t-il. Les flammes dévorèrent l'arme, l'air vibrait d'énergie tandis que la transformation s'achevait. Une nouvelle notification confirma le succès de l'amélioration. Ye Qing sourit, brandissant son arme nouvellement métamorphosée, désormais enveloppée d'une lueur rouge menaçante. Il contempla la lame à l'éclat unique. Elle portait le nom de Trash Sword, mais révélait un potentiel caché, accessible dès les premiers niveaux, tout en possédant une puissance de haut rang. Ye Qing en appréciait la rareté et la maniabilité. Il déclara calmement, « Ce n'est peut-être qu'un déchet pour les autres, mais elle est parfaite pour moi. » Liu Xing, déconcerté par tant d'enthousiasme, se moqua de ses choix. « On dirait que même ta chance a ses limites. » Ye Qing répliqua d'un ton calme mais assuré, « Ce qui est inutile pour toi est un outil parfait pour moi. » Il activa alors l'énergie latente de l'arme. Une lumière violette jaillit aussitôt, révélant une puissance brute encore inexploitée. Ye Qing lança son épée traçant dans l'air une traînée lumineuse, son mouvement net et précis. Après un bref instant, il leva la main, concentrant son énergie dans une nouvelle technique. Son calme absolu renforça l'aura qui l'entourait. La dague fut aussitôt comme téléportée et réapparut dans sa main. Ye Qing resta maître du chaos, le contrôlant avec une précision redoutable. Liu Xing, toujours abasourdi, observait l'incroyable capacité de Ye Qing à tirer parti du potentiel caché d'objets en apparence insignifiants. Son assurance grandissait alors qu'il maniait sa lame lumineuse. Pour lui, même les armes de bas niveau pouvaient surpasser toutes les attentes si elles étaient maniées avec habileté. Soudain, Ye Qing activa le recyclage. L'énergie violette jaillit alors, signalant le succès de la récupération. Liu Xing n'avait d'autre choix que d'admirer la maîtrise peu conventionnelle de Ye Qing. Une notification s'afficha, révélant une carte rare extraite de l'autel du maître forgeron, conférant à Ye Qing un avantage stratégique certain pour ses futurs combats. Il l'examina avec un sourire satisfait. Elle lui conférait des capacités uniques, optimisant son efficacité de manière exponentielle. Face à tant de préparation, Liu Xing s'interrogea, perplexe. Ye Qing lui expliqua calmement que l'adaptabilité et la stratégie surpassaient toujours la simple puissance brute. Liu Xing poursuivit ses critiques incrédules, mais Ye Qing resta impassible, affirmant que l'expérience et la volonté primaient sur les équipements de haut niveau. Ye Qing utilisa 10 points de base et débloqua alors une nouvelle compétence, la maîtrise du maniement double. À mesure que ses points de compétence grimpaient, il débloquait des techniques avancées à une vitesse fulgurante. Liu Xing retint son souffle lorsqu'Ye Qing en utilisant ses points de base atteignit le grade à en un éclair,
brisant toutes les limites conventionnelles. Dans un éclair lumineux, il accéda au grade S, révélant une maîtrise absolue du maniement double. Debout, droit et prêt, Ye King déclara qu'il était désormais prêt à affronter les épreuves à venir. Il scruta la vaste salle qui s'ouvrait devant eux, ressentant le danger qui érodait. Liu Xing le suivait, nerveux, observant les ombres dissimulant d'éventuelles menaces. Il murmura les mystères de l'abysse, ce lieu réputé pour ses créatures imprévisibles et ses entités qu'aucun être censé ne voudrait défier. Alors que l'atmosphère devenait plus lourde, Liu Xing hésita, prévenant Ye King des risques légendaires de la région. Liu Xing voulait juste quitter cet endroit de tous les dangers. Mais une aura ténébreuse commença à se profiler derrière eux, révélant une sensation démoniaque aux lueurs inquiétantes. Tandis que Liu Xing s'éloignait pour partir, Ye King lui cria l'avertissant de la dangerosité de la situation. Dans un ultime effort, Ye King tira Liu Xing sur le côté, lui évitant de justesse un coup fatal. L'énergie cramoisie tourbillonnait, gagnant en intensité, prenant peu à peu forme. Ye King essaya tant bien que mal de résister à une vague d'énergie brandissant ses deux lames. Une bête gigantesque émergea du portail, auréolée d'une aura rouge sang, menaçante, ses griffes prêtes à déchiqueter tout obstacle. Ye King l'observa calmement, analysant ses mouvements. Ce n'est pas un simple monstre, c'est un gardien de l'abysse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.